Miyamura est un PNJ qui, on ne sait comment, se lie d'amitié avec les filles les plus populaires de l'école malgré son allure de loser, mais tout bascule quand il lui montre ses 15 cm de scénario et lui dit qu'elle peut s'étouffer avec, et qu'elle commence alors à devenir une femme au foyer obéissante dans l'espoir de se faire taper dessus par lui. Tout commence lorsque le professeur Yasuda dit à ses élèves de profiter au maximum de leurs vacances d'été, car l'année prochaine, ils devront étudier pour les examens d'entrée à l'université. Il les encourage à aller à la plage et ajoute qu'il les accompagnera également. Je me demande bien pourquoi ce type irait à la plage où tous ses élèves seront en maillot de bain. Mais une élève nommée Toru déclare audacieusement que personne ne veut aller à la plage avec son professeur. Voilà une déléguée de classe que nous voulons tous. Après les cours, Yuki admet que Yasuda est plutôt canon s'il arrête de servir des yapuxinos à tout le monde, et Ori dit qu'au moins c'est un bon professeur. Elle révèle ensuite qu'elle l'a croisé dans le couloir, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter d'être moyenne parce qu'elle n'est qu'une fille. Après tout, Yuki dit ensuite à Ori qu'un gars d'une autre école voulait ses coordonnées, mais Ori refuse, car s'il n'a pas eu les couilles de demander par lui-même, il devrait réessayer après avoir regardé quelques vidéos de Wizard Liz. Toru suggère ensuite d'aller au karaoké, mais Ori leur dit d'y aller sans elle, car c'est ce que font les pygmées pour attirer l'attention. Juste à ce moment-là, un gars nommé Miyamura passe et lui tend le téléphone qu'elle vient de laisser tomber. Après son départ, le groupe commente qu'il est toujours si réservé et suppose qu'il doit être le ringard qui reste dans sa chambre à avoir des disputes imaginaires toute la journée. Il demande à Toru s'il sait quelque chose sur Miyamura, mais il est aussi ignorant que n'importe qui d'autre, car pourquoi aurait-il des infos sur un type sans importance alors qu'il peut obtenir tous les détails sur les filles les plus canons de l'école? Juste à ce moment-là, Ori regarde son téléphone et sprint chez elle, les faisant se demander si elle a reçu un appel de son petit ami secret. Une fois à la maison, elle allume l'aspirateur et commence à nettoyer comme moi un dimanche. Ensuite, elle va chercher son frère Suda à l'école, et en rentrant, elle voit des filles de son âge vivre des étés de hot girl pendant qu'elle mène une vie de trade wife. Plus tard, alors qu'elle s'occupe de la lessive, Suda arrive le nez en sang, à sa grande surprise. Tandis qu'elle s'occupe de lui, le gars qui l'a ramené décide de partir. Mais Suda s'accroche à sa chemise, car ses frères et sœurs adorent attirer l'attention en permanence. Ori lui demande alors de rester un moment, afin qu'elle puisse le remercier comme il se doit d'avoir pris soin de son frère, façon Bonnie Blue. Plus tard, il explique que Suda est tombé parce qu'un chien lui a aboyé dessus. Quel loser, si vous voulez mon avis. Mais selon le sauveur, c'est un enfant intelligent parce qu'il lui a rapidement dit son nom et son adresse. Ça ne me semble pas si intelligent, car c'est justement ce que les enfants ne sont pas censés dire aux étrangers. Il appelle ensuite Ori par son nom et dit qu'il est impressionné par ses compétences ménagères, ce qui la choque. Elle lui demande comment il connaît son nom, et le gars répond qu'ils sont dans la même classe et que son nom est Miyamura, la choquant encore plus. Le lendemain, Ori est toujours incrédule et continue de fixer Miyamura parce qu'il a l'air tellement différent à l'école. Waouh, Ori, tu la stalks beaucoup? Incapable de résister, elle s'approche du gars et lui demande de revenir chez elle parce que Suda a développé une affection pour lui. Qui diable utilise son frère ou sa sœur pour draguer? Il promet de prendre un livre d'images en chemin, mais Ori lui dit qu'il n'est pas obligé. Miyamura est choqué que Ori lui parle encore, car il était certain qu'elle l'éviterait après hier. Ori admet qu'elle a été époustouflée au début, mais qu'elle a ensuite réalisé qu'elle était à peu près la même, donc ça n'avait pas d'importance. Quand Miyamura la remercie avec un sourire, elle fait sa brade mon dos et lui dit de se débarrasser de cette coupe de cheveux et de ses lunettes, pour qu'il puisse enfin attirer le regard d'une fille sans qu'elle ne grimace intérieurement. Cependant, Miyamura dit qu'il a beaucoup de piercings et qu'il utilise ses cheveux pour les cacher. Plus tard chez Ori, elle apprend que Miyamura n'est pas tant un otaku que ça. Sa famille tient une pâtisserie et il s'est fait des piercings avec une épingle à nourrice il y a quelques années. En plus de cela, il obtient à peine la moyenne tandis que Ori, elle, a des A partout. Parlez-moi d'une romance maudite. Alors qu'il feuillette un magazine de supermarché parce qu'apparemment ils n'ont jamais entendu parler de Netflix, Ori fait sa Joe Goldberg et réalise que Miyamura a de jolis yeux et que ses cils sont très longs. Elle détourne ensuite le sujet pour cacher son comportement assoiffé en disant « Il y a une réduction sur les œufs et j'y serai avant 6 heures pour profiter de l'offre ». Cependant, elle est appelée à la salle audiovisuelle après le dernier cours, alors elle force Miyamura à faire ses 4 volontés. Le gars court alors au magasin en sautant la clôture de l'école par-dessus Yuki et parvient à attraper les œufs à temps. Si seulement il pouvait saisir le destin par les couilles et se lancer avec Ori. La nuit, il agit comme un citoyen respectable et dit à Ori qu'il a croisé Yuki en chemin mais qu'elle ne l'a pas reconnu parce qu'il ne portait pas ses lunettes. Ori dit sans réfléchir qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre voie ce côté de lui, mais elle reprend conscience et part chercher des boissons. Comportement typique de fille. Pour la rassurer, Miyamura dit qu'il ne veut pas non plus que les autres la voient en mode femme au foyer, au cas où ils appelleraient les services de protection de l'enfance. Ori devient nerveuse et lui fourre le verre au visage en lui disant frénétiquement de réfléchir avant de parler. Tout en rougissant, elle se demande comment Miyamura peut dire de telles choses avec un visage impassible et commence à le traiter de crétine à plusieurs reprises, comme si ses compliments ne la rendaient pas toute humide comme un masque en tissu. Miyamura explique ensuite que s'il aime toujours la voir à l'école, il préfère la voir en tablier parce que ça lui donne le sentiment de « I just died in your arms tonight ». Quelques jours plus tard, Miyamura arrive mal à l'aise, révélant que leur prochain cours de sport impliquera de la natation.
Au début, Ori ne comprend pas pourquoi il est si stressé, mais Miyamura soulève alors sa chemise, révélant que son corps est couvert de tatouages, comme un ancien détenu. Bien qu'il découvre rapidement que la natation est facultative, Miyamura reste anxieux et ses inquiétudes ne font que croître car il est un overthinker fou, comme nous tous, après avoir regardé un épisode de Black Mirror. Pendant qu'ils discutent sur le balcon de la classe, parce qu'ils viennent à l'école pour littéralement faire tout sauf étudier, Toru et Yuki observent de loin parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire de leur vie et se demandent quand et comment ces deux-là sont devenus amis. Après le départ de Ori, Toru entame une conversation avec Miyamura, lui demandant nonchalamment si Ori et lui sortent ensemble. Miyamura le nie rapidement, disant qu'ils ne sont que des amis et ne feraient même pas un bon couple. Toru est toujours curieux et pose d'autres questions, incitant Miyamura à le taquiner en lui demandant s'il a le béguin pour Ori. À sa surprise, Toru admet ouvertement qu'il l'aime bien et marque son territoire comme un véritable alpha, faisant réaliser à Miyamura pourquoi Toru semble toujours si obsédé par elle pendant les cours. Alors qu'ils digèrent cette information super éclairante, un autre élève leur rappelle que le cours de sport est sur le point de commencer. Dans le vestiaire, Miyamura enfile son uniforme d'hiver au lieu de ses vêtements de sport, ce qui déroute Toru. Sentant sa suspicion, Miyamura décide finalement de montrer ses tatouages à Toru lors de leur premier moment fruité et lui fait promettre de garder le secret. Toru est d'abord choqué, mais comprend vite pourquoi Miyamura porte toujours des manches longues, même par forte chaleur. Par curiosité, Toru écarte la frange de Miyamura et est encore plus surpris de voir de multiples piercings cachés. Il s'avère que le gars qu'il pensait être un simp pour les dieux est lui-même le plus émo des gars. Plus tard, il demande pourquoi Miyamura n'assume pas ce côté de lui-même et lui prêche de vivre sa vérité comme n'importe quel influenceur pendant le mois de la fierté, faisant admettre à Miyamura qu'il s'est fait des tatouages et des piercings sur un coup de tête. Déjà vu, déjà fait. Leur conversation dérive vers Ori, et Toru demande comment Miyamura est devenu proche d'elle parce qu'apparemment, il n'a pas de game à lui. Miyamura explique que tout a commencé quand il a raccompagné son jeune frère Suta chez lui un jour, ce qui les a amenés à passer plus de temps ensemble. Voulant être franc et ne pas briser le code des frères, Toru demande si Miyamura est d'accord pour qu'il se confesse à Ori. Miyamura n'a aucune objection, disant que la décision appartient à Ori. Plus tard, Toru se fait réprimander par Yuki pour avoir séché la salle de sport, tandis que Miyamura mentionne nonchalamment à Ori que Toru et lui ont eu une conversation. Cependant, alors qu'il avance, Ori lui demande pourquoi il l'évite, mais Miyamura ne peut se résoudre à expliquer. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, Toru demande soudainement à rencontrer Ori après les cours, partant avant qu'elle ne puisse répondre. Ori prévoit d'aller chercher Suta, mais Miyamura joue le rôle de wingman alors qu'il devrait être le héros, et propose de le faire pour que Toru puisse lui parler. Ce soir-là, Toru se confesse à Ori et à la classe pendant que Miyamura surveille Suta, jouant le rôle embarrassant de babysitter. Quand Ori revient, Miyamura accepte son destin de gars qui n'a jamais pécho, mais elle lui demande s'il croit vraiment qu'ils ne sont pas faits pour être un couple. Miyamura, prise au dépourvu, explique qu'il se considère comme ennuyeux et indigne d'elle. Je peux déjà dire qu'il va marquer des points avec la carte de la sympathie. Frustré, Ori fond en larmes et le réprimande pour avoir supposé des choses sans lui demander. Ses émotions se transforment en colère, et elle le menace en plaisantant de l'écraser avec ses cuisses de tonnerre s'il l'évite à nouveau, faisant réaliser à Miyamura à quel point elle tient vraiment à lui. Je te l'avais dit. Elle lui dit ensuite qu'elle a rejeté Toru parce que quand est-ce que les filles ont déjà choisi les gars qui les voulaient vraiment? Et quand Miyamura dit que c'est un gentil garçon, elle lui suggère de sortir avec lui à la place. Tu vois, elle chipe ses garçons aussi. Quelques jours plus tard, Miyamura aide Ori à porter les courses, et pendant qu'ils discutent, elle se met à chanter des chansons d'anime sans y penser, l'air toute mignonne et bangable comme Sabrina Carpenter. Miyamura complimente sa voix, mais elle est immédiatement gênée et arrête, insistant sur le fait qu'elle ne connaît les paroles que parce que son frère passe les mêmes CD en boucle. Plus tard, Ori reçoit une visite surprise de sa mère, Yuriko. Ce soir-là, son petit frère Suda parle avec enthousiasme de Miyamura, expliquant comment il vient souvent traîner avec lui, balançant discrètement le sneaky link de sa sœur. Yuriko est intriguée et demande si Miyamura est mignon, mais Ori le décrit comme un sombre méchant de film policier, ce qui, nous le savons aussi, est toujours plus sexy que le gentil héros. Quand Yuriko demande son nom complet, Ori panique, réalisant qu'elle ne connaît même pas son prénom. Toutes les relations Tinder en somme. Le lendemain à l'école, Ori devient obsédée par l'idée de découvrir le prénom de Miyamura, mais refuse de lui demander directement parce qu'elle doit aussi maintenir son air nonchalant, sinon elle perdra des points d'aura. Elle essaie d'écouter aux portes dans le vestiaire, mais son comportement furtif la fait juste passer pour une bizarre parce qu'elle a l'air d'une voyeuse. Ce soir-là, elle vérifie même la liste des meilleurs élèves, espérant trouver son nom complet, mais sans succès. Quand elle essaie de demander à Toru, il s'enfuit immédiatement parce qu'il essuie les larmes de son rejet, tout comme après avoir découvert que je n'entrerai jamais à Yale. Ori réalise finalement que si Miyamura se présente à sa mère, elle apprendra enfin son nom complet, alors elle l'invite à recréer un moment Gilmore Girls. Le lendemain, Miyamura rend visite, et Yuriko l'accueille, car Ori et Suta sont sortis faire des courses. Peu après, Soda revient,
et Yuriko le laisse au bon soin de Miyamura avant de partir travailler, me convainquant totalement que la seule raison pour laquelle ils aiment tous Miyamura est qu'il offre une garde d'enfants gratuite. Quand Ori revient, elle réalise que sa mère l'a complètement piégée, l'envoyant dehors juste pour laisser Miyamura seule avec elle chez eux. Pendant qu'il parle, Miyamura mentionne que Yuriko l'appelle poliment par son prénom. Ori saute immédiatement sur l'occasion et lui demande de répéter exactement ce qu'elle a dit. Il remarque qu'elle agit bizarrement et la taquine même à propos de ses rodages dans le vestiaire, lui demandant si elle était excitée à l'idée de voir des beaux gosses. N'ayant pas d'autre choix, Ori admet tout et Miyamura éclate de rire, réalisant que Ori a fait sa Nola Holmes juste pour apprendre son prénom. Miyamura écrit alors son nom complet, Izumi Miyamura, sur un morceau de papier et le lui tend. Se sentant victorieuse, Ori essaye de l'appeler Izumi mais est immédiatement troublée, comme moi après avoir couru un demi-mille, et décide de s'en tenir à son nom de famille pour l'instant. Faisant un Uno Reverse, elle lui demande s'il connaît son prénom, seulement pour découvrir qu'il savait depuis le début que c'était Kayoko Ori. Elle se sent déçue et se met en colère au début, probablement parce qu'elle a ses SPM, mais quand Miyamura commence à rire, elle rit avec lui. Le lendemain, le président du conseil des élèves, Sangoku, et la membre Sakura demandent à Ori de l'aide pour leurs tâches. Elle accepte, mais il lui déverse immédiatement une montagne de travail, se comportant comme des corporate overlords typiques. Ce soir-là, Yuki remarque à quel point Ori a l'air épuisée et s'inquiète que le conseil des élèves profite d'elle, alors que nous savons tous que Miyamura devrait être le seul à profiter de cette mignonne. Ori hausse juste les épaules, disant que ça ne la dérange pas tant qu'elle est utile. Alerte paillasson. Pendant ce temps, Toru et Miyamura observent de loin et conviennent de ne pas s'en mêler, car un gars ne peut gérer qu'une certaine quantité de drame. Cependant, Miyamura plaisante nonchalamment en disant que être Ori fait tout ce travail supplémentaire parce qu'elle a un béguin secret pour Sengoku, aussi parce qu'il essaye secrètement de la surveiller comme le FBI. Juste à ce moment-là, une fille nommée Ayasaki entre, et Ori lui tend des livres. Après le départ d'Ayasaki, Toru commente qu'elle est mignonne, car c'est à quelle vitesse les hommes passent à autre chose. Mais Yuki révèle qu'elle est en fait la petite amie de Sengoku, cependant, au lieu d'aider, elle agit essentiellement comme la mascotte du conseil des élèves parce qu'elle exige un traitement de princesse. Ori révèle ensuite que le travail qu'elle vient de rendre à Ayasaki était en fait sa responsabilité, ce qui signifie que le conseil a déchargé les tâches d'Ayasaki sur Ori. Agacée mais habituée, car elle est fondamentalement sans colonne vertébrale, Ori rentre chez elle, et Miyamura décide de faire de la pâtisserie pour la réconforter, car faire le gâteau de quelqu'un peut vous faire obtenir le vôtre. Plus tard, Miyamura tombe sur Ayasaki qui laisse tomber un tas de livres et commence à parler jousse comme une carène. Elle les ramasse à la hâte et s'enfuit en laissant accidentellement un derrière elle. Miyamura l'appelle, mais elle lui dit de juste le jeter. Curieux, il le vérifie et réalise que c'est le rapport budgétaire du conseil des élèves. Cette nuit-là, malgré son extrême épuisement, Ori reste éveillée toute la nuit à travailler, alors que toute cette énergie aurait pu être dépensée pour des activités bien plus amusantes. Le lendemain matin, Miyamura arrive à l'école et trouve une foule rassemblée devant leur classe. Ori et Toru lui disent qu'Ayasaki a blâmé Ori pour la perte du rapport budgétaire, comme une patronne toxique typique. Même si Ori insiste qu'elle n'a rien perdu, Sengoku prend immédiatement le parti de sa petite amie, comme un simp, et exige des excuses. Miyamura, connaissant la vérité, intervient comme le Sigma qu'il est et dit à Ori de ne pas s'excuser. Il donne ensuite un coup de tête à Sengoku devant tout le monde et sort le rapport manquant, exposant Ayasaki pour l'avoir égaré et lui donnant une aura négative à vie. Réalisant qu'elle a été prise en flagrant délit, Ayasaki fond en larmes comme moi après avoir appris la disparition de Liam Payne, admettant qu'elle l'avait totalement oublié dans la précipitation. Sengoku et les autres s'excusent finalement auprès de Ori, mais elle balaye ça d'un revers de main, sachant qu'ils ne font que leur travail. Plus tard, Ori remercie Miyamura de l'avoir soutenue et d'avoir sauvé ses jolies petites fesses. Miyamura demande ensuite pourquoi elle tolère même un bouche ouverte comme Sengoku, et Ori explique qu'ils se connaissent depuis des années. À l'époque, Sengoku était super timide, et Ori le harcelait sans relâche. Un jour, il a finalement craqué et l'a menacé de la dénoncer si elle n'arrêtait pas, mettant fin à leur jeu de rôle une fois pour toutes. Après cela, elle a changé très vite et a même commencé à l'aider avec de petites tâches, comme une sorte de trêve étrange. Le lendemain, Miyamura croise Sengoku dans le vestiaire et réalise rapidement qu'après avoir reçu un coup de tête, Sengoku est maintenant terrifié par lui, autant que Justin Bieber craint Didi. Pendant le cours de sport, Miyamura et Toru jouent au tennis de table tout en réfléchissant à ce qu'ils pourraient offrir à Ori pour son prochain anniversaire, car c'est la seule fille qui les laisse s'approcher d'elle. Ils jouent pendant des heures mais ne trouvent toujours pas de bonne idée, car leurs niveaux de testostérone sont plus élevés que leur QI combiné. Pendant ce temps, à la maison, Suta parle avec enthousiasme de passer du temps avec Miyamura tous les jours pendant les vacances de printemps, parce que c'est un petit pot de colle exigeant. Cependant, Ori le prévient que Miyamura viendra probablement moins souvent avec le temps. Suta demande ensuite si Miyamura cessera complètement de venir à l'avenir. Et Ori réalise soudain à quel point elle se sentirait seule s'il n'était plus là, car elle devrait redevenir une Cendrillon sans prince et sans charme. Quelques jours plus tard, Miyamura rend visite à Ori pour son anniversaire.
Suta lui offre un dessin parce que c'est un radin, tandis que Miyamura lui offre un CD de toutes les dernières chansons populaires parce qu'il espère secrètement qu'elle lui fera un spectacle privé un jour. Le cadeau attentionné rend Ori ému parce que c'est exactement ce qu'elle voulait. Alors qu'ils célèbrent, ils réalisent que les vacances de printemps se terminent bientôt, et bientôt, ils commenceront leur dernière année d'école ensemble, ce qui signifie que leurs hormones seront encore plus déchaînées. Un jour, le professeur a dit à tout le monde de se mettre en binôme pour une activité. Mais Miyamura s'est retrouvée seule parce que son statut social est toujours aussi bas que mon estime de soi. Le professeur a encouragé les élèves à l'inclure, mais ils l'ont tous traité comme s'il faisait des farces au bébé pour le clout. Cela a continué pendant des années, faisant sentir à Miyamura que la vie s'acharnait sur lui. Alors, dans un accès de frustration, il est rentré chez lui et s'est fait des piercings, espérant que cela le rendrait plus cool, alors que ce n'est qu'une porte ouverte à l'automutilation. Dans son école de quartier, les gens le trouvaient toujours étrange, mais ensuite Orii, la fille populaire, s'est approchée de lui et lui a dit bonjour nonchalamment. Elle a souligné que si tout le monde pensait qu'il était un solitaire sombre et mystérieux, il lui semblait en fait plutôt normal. Et c'est ainsi que leur histoire a commencé. Le premier jour de leur 3e année, les élèves se pressent autour du tableau d'affichage pour vérifier leurs affectations de classe. Ori est excitée de voir qu'elle est en classe 1 avec Yuki, et à sa légère surprise, Miyamura et Toru sont là aussi, ce qui signifie qu'elle peut être le centre d'un triangle amoureux et mener 2 gars en bateau à nouveau. Peu après, toute la bande, y compris un gars qui a des crottes de nez en guise de cheveux nommé Shu, se rassemble et commence à parler comme une clique dans un film de comédie romantique des années 2000, et Miyamura réalise qu'il fait maintenant partie d'un groupe. Plus tard, quand le professeur leur dit de former des groupes de 4, Miyamura se prépare à être de nouveau mis de côté. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Ori, Yuki et Toru s'assoient naturellement avec lui, lui faisant vivre son premier grand haut à ce moment propice, tant il est ravi. En traînant sur le toit, Miyamura commence à se demander s'il peut réellement appeler ces gens ses amis parce qu'il est trop au chômage pour faire de meilleures choses de sa vie. Toru arrive et mentionne nonchalamment que leur prochain cours a été changé de maths à économie. Il grommelle à quel point les changements d'horaire sont agaçants, puis il commence à divaguer sur autre chose. Miyamura est tellement dans la lune que lorsque Toru lui demande son avis, il n'a aucune idée de ce dont il parle. De nulle part, Miyamura demande à Toru ce qu'il pense vraiment de lui. Toru dit sans détour qu'il ressemble à Ben Affleck mangeant tristement un sandwich seul, mais qu'il est un peu agaçant, mais admet ensuite que Miyamura est en fait trop gentil pour son propre bien, ce qui donne à Toru l'impression qu'il doit veiller sur lui. De plus, il est furieux que Miyamura soit plus stylé que la plupart des faux durs de l'école quand il attache ses cheveux. Cependant, Toru précise que même s'il est bizarre, il reste ami, car Miyamura est un peu son protégé, son enfant du vœu. Plus tard, Ori les réprimande de ne pas avoir terminé leur rapport, car personne d'autre ne l'écoute vraiment à part ces deux-là. Quand elle demande ce qu'il faisait à la place, Toru répond nonchalamment qu'il se rapprochait, ce qui, on le sait tous, est un code pour un combat à l'épée. Le lendemain, Toru et Miyamura se croisent au casier, et Toru réalise qu'ils ne s'appellent toujours pas par leur prénom. Pendant ce temps, Sota la réveille tôt, la suppliant de le déposer à l'école. Comme elle arrive à son école bien trop tôt, elle finit par discuter avec Ayazaki. Elle parle de Miyamura, et Ayazaki suggère en plaisantant que lui et Ori ressemblent à un couple. Ori le nie immédiatement, affirmant qu'ils ne sont que des amis. Saisissant l'occasion, Ayazaki demande si Miyamura pourrait un jour sortir avec elle, et malgré avoir nié tout sentiment, Ori devient soudain possessive, comme moi avec une barre Hershey's. Avant que les choses ne s'enveniment, 2 autres filles entrent dans le café, et Ori s'éclipse rapidement. Ce soir-là, Ori réalise que, son frère étant toujours occupé, elle et Miyamura passent beaucoup de temps seuls ensemble. Ils décident de regarder un film d'horreur, ce qui, on le sait tous, est une excuse pour se blottir dans le noir, et Ori reste là, imperturbable, tandis que Miyamura manque de faire une crise cardiaque à chaque sursaut. Quand les lumières s'éteignent soudainement, il panique complètement, convaincu qu'un fantôme vient le chercher. Les lumières se rallument, et Ori, amusée, met un autre film d'horreur. Alors qu'elle change le disque, Miyamura se souvient au hasard que Yuki avait un jour fait remarquer que les doigts de Ori étaient hyper laxes. C'est une drôle de façon de draguer une fille, mais Miyamura est bizarre. Une fois, Yuki et Ori ont comparé la taille de leurs mains, et quand Toru a essayé de toucher la sienne, Ori a catégoriquement refusé, comme s'il sniffait de la colle pendant son temps libre. En y pensant, Miyamura et Ori commencent à comparer leurs mains, ce qui est la méthode de flirt la plus basique, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle attrape la sienne par inadvertance. Puis, de nulle part, Ori lâche qu'elle l'aime, car il est grand temps qu'elle se fasse tirer. Réalisant ce qu'elle vient de dire, elle panique et essaie de se rattraper en disant qu'elle est juste amoureuse de ses mains, mais honnêtement, ça sonne encore plus bizarre. Miyamura se prend au jeu et dit qu'il aime aussi ses mains. Les deux sont sur le point d'ouvrir un compte Netflix commun, mais Sota rentre à la maison comme un livreur de Blue Balls agaçant et gâche tout sans le savoir. Miyamura l'emmène au bain, souhaitant pouvoir le noyer là pour lui avoir volé sa seule chance de conclure, et les deux se lavent juste les mains dans un silence gêné. Le lendemain, Ayazaki raconte à Sakura sa conversation avec Ori, admettant qu'elle plaisantait juste sur le fait de faire des folies avec Miyamura, et ne s'attendait pas à ce que Ori réagisse si sérieusement.
Toru, qui écoutait aux portes, entend tout et commence immédiatement à trop réfléchir. Plus tard, Miyamura arrive en classe avec une énorme ecchymose sur le visage, mais refuse d'expliquer. Ori, qui ne lâche rien, le harcèle jusqu'à ce qu'il admette s'être battu avec Toru, car c'est la façon la plus masculine de résoudre un problème. Elle est prête à réprimander Toru, pensant qu'il est allé trop loin, mais Toru entre alors, l'air pire que Jake Paul après son combat contre Mike Tyson. Plus tard, Yuki veut des détails croustillants sur la bagarre, ce qui fait que Miyamura explique nonchalamment qu'il a mis Toru au tapis encore et encore, comme Lindsay Lohan avec ses problèmes de dépendance, et n'a été frappé par Toru qu'une seule fois. Pendant ce temps, Ori essaie de parler à Toru, mais tout ce qu'il a à dire sur la bagarre, ce sont autant de plaintes que celles faites sur la sauce rose autrefois virale. La nuit dernière, la bagarre a commencé parce que Toru a confronté Miyamura au sujet des sentiments de Ori pour lui. Miyamura continuait de minimiser, comme si ce n'était rien. Alors Toru a perdu patience et a essayé d'utiliser la force pour obtenir une réponse. Malheureusement pour lui, Miyamura s'est avéré étonnamment fort comme Kung Fu Panda et le combat était embarrassant de déséquilibre. Au final, ils réalisent tous les deux à quel point c'est stupide. Et Toru admet qu'il est allé trop loin, aussi parce qu'il a été battu à plate couture comme le ding-dong de Miyamura. Plus tard, Yuki et Ori parlent de la façon dont les deux gars admettent que c'était leur faute, mais quand Ori demande de quoi il s'agissait, Yuki décide de garder le secret, car Ori ne mérite pas le coup de pouce à l'ego de deux gars qui se battent pour elle. Pendant ce temps, Miyamura trouve Toru boudant sur le toit, prêt à enfin faire la paix. Quelques jours plus tard, Toru marche vers l'école quand une pile de papier lui tombe soudainement dessus. Il lève les yeux et voit Sakura penchée à la fenêtre d'une salle de classe, paniquée parce que ses rapports viennent de s'envoler. Il les ramasse et les lui rend et elle le remercie de son aide. Apparemment curieux après cette rencontre, il lui demande comment elle gère toutes les responsabilités du conseil des élèves, et elle admet que Remi et Sengoku la soutiennent toujours. Plus tard, Miyamura surprend Toru avec une glace, mentionnant que Ori l'a acheté pour eux. L'enthousiasme de Toru s'éteint vite quand il réalise que c'est au melon, son parfum le moins préféré, probablement parce que les melons lui rappellent sa virginité intacte. Ne voulant pas la gaspiller, lui et Miyamura tombent sur Sengoku et le forcent immédiatement à la manger à la place. Alors que Sengoku prend une bouchée, ils commencent tous à se disputer pour savoir quelle langue correspond le mieux à la couleur de la glace. Toru est trop cool pour leurs bêtises, et les charrie pour agir comme des geeks à la Comic-Con. Pour se venger, il le taquine pour être un grand coureur de jupons, comme Harry Styles, et Sengoku menace d'en parler à Sakura. Toru demande qui c'est, et Sengoku explique que c'est la fille aux cheveux verts du conseil des élèves, avec un visage d'Anne Hathaway et le corps d'une Kardashian. Naturellement, cela conduit Toru et Miyamura à le charrier pour être toujours entouré de shotties, mais Sengoku insiste que tout est professionnel, comme le PDG au concert de Coldplay. Quand ils commencent à se plaindre de la chaleur estivale, Sengoku a pitié d'eux et leur permet d'utiliser la climatisation dans la salle du conseil des élèves. Le lendemain, Toru et les autres en profitent pleinement, se relaxant dans la fraîche salle du conseil des élèves. À un moment donné, Ori et Miyamura partent chercher des boissons, et en attendant, Ayasaki demande nonchalamment à Toru si ces deux-là sortent ensemble, car apparemment, cette fille regarde Love Island pendant son temps libre. Pris au dépourvu, Toru hésite à répondre, car il sait que ce n'est pas si simple. Quand elle dit que Toru irait mieux avec Ori, Yuki coupe court, affirmant qu'il ne peut pas conclure avec Ori, même s'il était aussi sexy que Tom Hiddleston dansant sur Rasputin. Pendant ce temps, Sakura observe Toru d'un peu trop près et réalise que quelque chose se passe ici. Shii plaisante en disant que Miyamura pourrait débloquer le skin deluxe de Ori, plongeant Toru dans un mode panique immédiat. Au moment où ils reviennent enfin, Toru est visiblement sur les nerfs, s'enfonçant dans les pires scénarios. Miyamura le remarque et essaie d'expliquer leur retard, mais Toru, ne voulant rien entendre, se couvre les oreilles de ses mains et refuse d'écouter, exactement comme je le faisais à mon adolescence rebelle. Voyant sa réaction, les autres en profitent pour le taquiner, lançant des commentaires de plus en plus ridicules et suggestifs, jusqu'à ce que Toru ouvre frénétiquement sa boisson, seulement pour qu'elle lui explose dessus, ce qui est un autre rappel de toute l'action qu'il n'aura jamais de Ori. Grognant à propos de son malheur, il reçoit soudainement un chiffon de Sakura, qui voit une opportunité de s'immiscer et explique nonchalamment que leur retard n'avait rien à voir avec ses délires. En réalité, Miyamura a juste fait tomber son cola, et ils ont dû nettoyer le désordre. On sait tous ce que cola signifie ici. Ce soir-là, Miyamura est chez Ori pour l'aider avec ses devoirs quand elle mentionne que sa climatisation est en panne. Sans réfléchir, Miyamura hausse les épaules et dit qu'il dort juste nu quand il fait chaud. La pièce devient silencieuse tandis que Ori digère ce qu'il vient de dire, puis le regarde avec suspicion. Elle lâche qu'il a tout à fait l'air du genre à se déshabiller sans hésitation, un peu comme Tom Holland quand il a interprété Umbrella au Lip Sync Battle, puis exige de voir ses tatouages. Sans même poser de questions, Miyamura commence à déboutonner sa chemise, ce qui ne fait que l'agacer davantage. Déterminée à le déconcerter pour une fois, elle commence à lancer des scénarios absurdes et suggestifs, mais Miyamura reste imperturbable et lui offre un sourire de smooth operator. Frustrée, elle se plaint de sa constante sérénité, alors qu'elle ressent pour la première fois de la condensation dans sa jupe, juste en regardant ses jolis yeux.
Voyant qu'elle est en fait gênée, Miyamura propose de partager quelque chose qui le rend nerveux aussi. Il lui raconte sa rencontre avec son vieil ami Shindo, et alors qu'il commençait à parler, le gars a supposé que Miyamura allait chez Ori pour réparer sa plomberie. Peu importe combien de fois Miyamura a nié, Shindo a refusé de lâcher l'affaire, le taquinant jusqu'à ce qu'il soit vraiment gêné. À l'époque, il l'avait ignoré, mais maintenant, chaque fois que quelqu'un suggère que Ori et lui sortent ensemble, il ne peut s'empêcher de ressentir la même nervosité, car il est probablement tout dur sous son uniforme scolaire. Alors qu'il termine, il reçoit un appel de Shindo qui lui envoie une photo de lui et de sa petite amie, suggérant un double rendez-vous. Sans hésiter, Miyamura supprime le message avant que Ori ne puisse le voir, puis appelle Shindo, l'insulte et raccroche immédiatement. Le voyant réagir si fortement, Ori réalise que malgré leur proximité, il y a encore tant de choses qu'elle ignore de son passé, ce qui, honnêtement, ajoute à son mystère et à sa capacité à performer. Le lendemain, Ori rentre des courses quand elle tombe inopinément sur Shindo. Pendant ce temps, Miyamura et Toru voient cela de loin. Sans prévenir, Miyamura accélère et, à l'horreur de Toru, gifle Shindo au visage. Imperturbable, Shindo se contente d'en rire et Miyamura le présente au groupe, révélant qu'il est en fait un élève de 2e année qui a redoublé, probablement parce qu'il est spécial. Ils finissent tous dans un restaurant où Miyamura se remémore leur rencontre. Il y a des années, Miyamura était un solitaire total jusqu'au jour où Shindo, qui ne se souvenait même pas de son nom, a commencé à lui parler. Cette petite conversation les a amenés à se lier autour d'un chanteur préféré, ce qui est la façon dont tous les Swift Fights se lient d'amitié. Même quand ses amis l'ont averti que Miyamura avait l'air du genre à secrètement prévoir de sortir ses flingues en classe, un jour au hasard, Shindo les a ignorés et est resté. Grâce à lui, cette période n'a pas été aussi misérable qu'elle aurait pu l'être pour Miyamura. En y pensant, Miyamura réalise que l'école n'est pas si mal non plus grâce à Ori. Le lendemain, Ori a de la fièvre, probablement parce qu'elle est chaude pour Miyamura, ce qui panique Sota. Quand elle essaie quand même de se préparer pour l'école, il la force à retourner au lit, la suppliant de ne pas mourir pendant son absence, car elle est la seule chose qui le retient d'une famille d'accueil. Après avoir pris des médicaments, elle tombe dans un sommeil agité, rêvant de toutes les fois où sa mère est partie travailler quand elle en avait le plus besoin. Quand elle se réveille de sa session de binge-watching de problèmes maternels, elle voit Miyamura assis à ses côtés, qui s'est précipité dès que Sota a dit qu'elle était en train de mourir. Il la rassure avant de se lever pour partir, mais elle lui demande faiblement pourquoi il l'abandonne. Confus, Miyamura lui dit qu'il allait juste à la cuisine chercher de l'eau. Réalisant qu'elle se sent fragile, il lui prend la main et promet de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite, car même lui a plus d'humanité que tu es une mauvaise mère. Yuriko! Pensant qu'elle dort, Miyamura murmure doucement qu'il l'aime avant de quitter la pièce. Dès qu'il est parti, Ori se redresse, les yeux grands ouverts, et n'arrive pas à croire qu'il ait enfin eu le courage de se confesser. À ce moment-là, elle ne sait pas quoi faire, alors elle décide de faire semblant d'avoir dormi tout le temps pour qu'ils puissent rester tels quels un peu plus longtemps, car elle est à la traîne à ce stade. Le lendemain matin, Ori décide qu'elle n'est tout simplement pas d'humeur à aller à l'école, alors elle fait semblant d'être malade et reste à la maison, profitant de ce temps pour réfléchir à la confession de Miyamura. Alors qu'elle rejoue le moment encore et encore dans sa tête, autant que j'ai revu la pub Calvin Klein avec Jeremy Allen White, Sota fait irruption et lui dit qu'il a vu Miyamura traîner avec une fille. Ne sait-elle pas que les balanceurs finissent avec des points de suture ? Cela seul suffit à faire plonger l'esprit de Ori dans toutes sortes de scénarios inutiles, mais elle décide de garder son calme et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cependant, quand Sota ajoute nonchalamment qu'ils étaient bras dessus, bras dessous, toute logique semble soudainement s'envoler par la fenêtre. Cette nuit-là, elle s'assied sur son lit, téléphone en main, débattant si elle doit ou non envoyer un message à Miyamura et lui demander directement, mais elle décide alors qu'il est plus facile de maintenir son mode non de ne rien obtenir. Le lendemain, quand elle entre en classe, Toru l'approche immédiatement et lui dit que Miyamura s'est vraiment inquiété pour elle, car apparemment, c'est son tour de jouer les wingman maintenant. Au lieu de se sentir rassurée, elle se sent encore plus tiraillée, alors elle évite complètement le problème, car elle n'est qu'une fille. Elle choisit un siège loin de Miyamura et fait semblant de ne pas remarquer ses regards. Plus tard, quand le cours se termine, Toru mentionne nonchalamment à Miyamura que Ori semblait tendue et un peu distante, presque comme si elle l'ignorait délibérément. Miyamura, bien sûr, sait déjà exactement pourquoi elle agit ainsi, mais il hausse juste les épaules. Après l'école, Ori se faufile dans une pièce verrouillée où elle est sûre de ne pas être trouvée, mais Miyamura la prend sur le fait presque immédiatement. Elle panique et essaie de s'échapper rapidement, mais il lui demande soudainement si elle était éveillée cette fois-là quand il a murmuré qu'il l'aimait. La question inattendue la fige, comme le mystérieux récipient de 3 mois dans mon congélateur, mais au lieu de répondre, elle l'interroge sur la fille avec qui il traînait. Miyamura demande immédiatement si elle parle de Chika, ruinant complètement son plan de le faire paraître confus et de prendre une victoire. Maintenant qu'elle a un nom, et en plus aussi odieux que Chika, elle s'énerve encore plus, pensant que Miyamura sort réellement avec cette fille mystérieuse.
Cependant, Miyamura clarifie rapidement les choses en expliquant que Shika est en fait la petite amie de Shindo, et que le fait de se tenir le bras était parce qu'elle avait trébuché et s'était foulé la cheville, alors il l'a juste aidée à marcher. Ori, réalisant pleinement qu'elle a surréagi, rougit de honte, lui jette des livres et s'enfuit, embarrassée, car c'est une chose tout à fait raisonnable à faire après avoir accusé quelqu'un d'être un wannabe menteur, mesquin et opportuniste. Quand elle rentre chez elle, elle commence à se sentir coupable de la façon dont elle a agi et suppose que Miyamura et Toru doivent penser qu'elle est une sorte de maniaque violente. Avant qu'elle ne puisse se complaire trop longtemps dans le regret et finir d'écouter un album entier d'Adèle, Miyamura se présente chez elle pour lui rendre le livre qu'elle lui a jeté. Ori, parlant maintenant avec hésitation, rend évident qu'elle se sent mal et Miyamura le comprend rapidement. Ils s'excusent tous les deux maladroitement en même temps, dissipant le malentendu une fois pour toutes, car c'est ainsi que les choses devraient être faciles quand votre vibe correspond à celle de quelqu'un. Alors que leur conversation dévie naturellement, Miyamura admet qu'il avait eu peur d'entendre sa réponse à sa confession, craignant qu'elle ne ressente pas la même chose. Alors que Ori est sur le point de répondre, le moment est complètement gâché quand son père disparu depuis longtemps, Kyosuke, qui était parti acheter du lait et n'est jamais revenu depuis, entre soudainement, demandant nonchalamment des nouvelles de Yuriko, comme s'il n'était pas parti pour toujours. Cette famille doit sérieusement travailler sur son timing. Il tourne immédiatement son attention vers Miyamura, ignorant complètement tout le reste, et complimente ses piercings comme s'il était le gars le plus cool de la ville. Donc, notre Kyosuke n'est pas seulement un deadbeat, mais aussi un bêta. Il ne peut rien dire d'autre. Ori le fait taire d'un coup de pied rapide, le faisant lâcher sa cigarette sous le choc. Ori va ensuite chercher quelque chose à manger pour Kyosuke, que je suggère d'empoisonner, laissant Miyamura seul avec lui. Voyant cela comme une opportunité parfaite, Kyosuke décide d'interroger Miyamura comme un père protecteur devrait le faire, bien qu'il ne semble pas si sérieux. Il commence par demander si Miyamura a des frères et sœurs et, en apprenant qu'il est enfant unique, lui dit en plaisantant de rester loin de Ori. Cependant, il se rétracte immédiatement, riant et admettant qu'il plaisante juste, car apparemment, c'est ce qu'il a fait toutes ces années loin de sa femme. Alors qu'il continue de parler, Miyamura demande pourquoi Ori appelle son propre père par son prénom, Ori, et Kyosuke lui rappelle juste que Ori est en fait leur nom de famille, suggérant que Miyamura devrait être commencé à l'appeler Kyoko à la place, mais ensuite il se contredit immédiatement, disant que ce serait bien trop bizarre de changer de nom soudainement maintenant. Cela donne une forte énergie balance, à cause de l'indécision de Miyamura à ce moment-là. Finalement, Kyosuke va droit au but et demande à Ori si Miyamura est réellement son petit ami. Contrairement à avant, où elle aurait été trop gênée pour répondre, elle dit oui avec assurance cette fois, car ses problèmes paternels se sont aussi manifestés. Kyosuke fait semblant d'être dévasté, affirmant qu'il ne peut tout simplement pas accepter la relation parce que les cheveux de Miyamura sont trop longs. Miyamura, voulant être respectueux, dit qu'il les coupera, si c'est ce qu'il faut. Mais Kyosuke, changeant soudainement d'avis à nouveau, lui dit de ne pas les gaspiller et suggère de simplement les attacher à la place. Puis il demande si Miyamura est vraiment sûr de sortir avec Ori, et sans hésitation, Miyamura répond qu'il l'aime. Avant que la conversation ne puisse s'approfondir, Yuriko entre et plaisante nonchalamment en disant qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour Kyosuke, alors que ce qu'elle devrait vraiment faire, c'est virer ce père absent et trou du cul. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble, Ori s'excuse pour le ridicule de son père, mais Miyamura se contente de rire, disant que Kyosuke n'est pas si différent d'elle. Touché par ses mots, mais malheureusement pas par ses mains viriles, Ori prend doucement sa main, et pour la première fois, ils partagent un moment paisible, sans aucune interruption, uniquement parce que Sota n'est pas là pour coq-bloqueur. Miyamura admet qu'il y a encore tant de choses qu'il ignore d'elle, mais il veut vraiment apprendre si elle le lui permet. Peu après, ils atteignent la route principale, et Miyamura décide de rentrer chez lui de là, la remerciant pour tout. Alors qu'il s'éloigne, Ori ressent soudainement une vague d'émotions accablantes et s'enfuit rapidement avant de commencer à dégouliner comme un robinet qui fuit dans ma cuisine. Pendant ce temps, Miyamura, resté seul, comprend enfin à quel point il est difficile de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime et à quelle vitesse un cœur peut battre quand il est vraiment amoureux. De l'autre côté de la ville, Toru est chez lui, travaillant sur des problèmes de maths, mais son esprit n'y est pas vraiment, car il a des problèmes d'amour à gérer. Au lieu de cela, il se retrouve à penser qu'à un moment donné, il était la personne la plus proche de Ori, jusqu'à ce que Miyamura la fasse monter avec ses piercings et ses tatouages et le remplace. Le lendemain, Sakura, observant depuis la fenêtre, remarque immédiatement que Toru n'agit pas comme d'habitude. Juste à ce moment-là, Ayasaki apparaît, demandant qui elle regarde fixement car elle doit absolument se mêler des affaires de tout le monde. Gênée, Sakura se précipite vers la salle du conseil des élèves, mais Ayasaki ne lâche pas l'affaire si facilement. Elle insiste pour que Sakura lui dise ce qui se passe, et alors que Sakura la regarde, remarquant à quel point sa morphologie est si similaire à celle de Ori, des insécurités commencent à s'installer. Elle se convainc que Toru ne tombera jamais amoureux d'une reine plate comme elle, et frustrée par ses propres pensées, part sans rien expliquer. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, elle réalise que peu importe ce qu'elle ressent pour elle-même, Ayasaki a toujours été là pour elle, comme une véritable âme sœur.
ne la jugeant jamais pour son comportement si désespéré envers des hommes émotionnellement indisponibles comme Turu. Rassemblant son courage, elle se précipite et admet enfin qu'elle aime quelqu'un, mais qu'elle n'est pas sûre d'elle concernant son apparence. Voyant Sakura, d'habitude si calme et posée, rougir et s'agiter, Ayasaki ne peut s'empêcher de sourire et de lui dire qu'elle est en fait mignonne, lui donnant ainsi le coup de pouce dont elle avait tant besoin. Plus tard, Ori et Miyamura croisent Toru et Shuwa. Pendant que Shu occupe Ori avec des questions d'anglais, Toru en profite pour arranger les choses avec Miyamura. Plus tard, pendant que Miyamura étudie, Ori mentionne que Tsuta s'est fait une amie nommée Izumi, qui est aussi le prénom de Miyamura. Quand Miyamura lui demande de l'appeler ainsi aussi, elle le réprimande immédiatement pour rendre les choses étranges, comme s'ils n'avaient pas été fous l'un de l'autre tout ce temps. Le lendemain matin, Tsuda demande à Kyosuke combien de temps il compte rester, mais Kyosuke écarte la question avec désinvolture, comme si cela n'avait aucune importance, probablement parce qu'il est sans abri. Plus tard, quand Yuriko lui pose la même question, il se demande dramatiquement s'il y a encore une place pour lui dans cette maison, il ne semble pas s'intégrer, un peu comme Hermione l'a moldu à Poudlard. Juste à ce moment-là, Ori rentre de l'école avec Miyamura, et dès que Koyusuke pose les yeux sur lui, il ne reconnaît même pas le pauvre garçon. Voyant Miyamura transpirer déjà rien qu'en existant, Koyusuke décide que la meilleure solution est de l'entraîner dans le bain avec lui, parce que c'est la chose la plus gaie à laquelle il pouvait penser à ce moment-là. Malgré les protestations de Miyamura, Kyosuke le pousse directement dans le bain, et la chose suivante que Ori entend, c'est son père hurler à plein poumon, probablement convaincu que Miyamura fait secrètement partie des Yakuza à cause de ses tatouages. Plus tard, alors que la soirée avance, Miyamura réalise qu'il est déjà plus de 20 heures et pense qu'il est temps pour lui de rentrer, mais la famille insiste pour qu'il reste dormir. D'une manière ou d'une autre, cela aboutit à ce que Miyamura et Kyosuke partagent une chambre pour la nuit pour une autre rencontre louche, et au lieu de simplement laisser le pauvre garçon dormir, Kyosuke décide de l'interroger sur sa fille. Quand Miyamura explique que Ori ne juge pas les gens sur les apparences, Kyosuke, se sentant étrangement touché par cette révélation, s'évanouit sur le champ comme s'il avait eu une sorte d'éveil spirituel, même s'il devrait être assez intelligent pour savoir que ses problèmes avec Ori vont bien au-delà des simples apparences. Le lendemain matin, Miyamura se réveille en voyant Ori faire irruption dans la pièce, vêtu de vêtements de sport, tirant les rideaux sans la moindre pitié pour créer un moment lendemain de fête, même s'ils avaient dormi dans des chambres séparées. Assez vite, ils se préparent tous les deux et se dirigent vers l'école ensemble, complètement inconscients que certains de leurs camarades de classe les ont vus quitter la maison au même moment. Comme prévu, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont le sujet de toutes les conversations en ville, un peu comme Tom Holland et Zendaya après s'être affichés en couple. Toru et Yuki sont tous deux incroyablement agacés d'avoir à écouter les gens raconter des bêtises sur leurs meilleurs amis, bien que Yuki le prenne un peu plus mal que nécessaire, probablement parce qu'elle en a marre que sa meilleure amie soit toujours le centre de l'attention. Pendant ce temps, Ori se retrouve à gérer un groupe de garçons qu'elle avait précédemment rejetés, tous agissant comme s'ils avaient un intérêt personnel dans la situation. Miyamura fait de son mieux pour rester discret et éviter toute attention inutile, ce qui est impossible maintenant qu'il sort avec la célibataire la plus convoitée de l'école. Le lendemain, Miyamura entre en classe, seulement pour être accueillie par une mère de visage choqué, et quand il s'arrête à côté de Ori, elle n'en croit pas ses yeux, car il a coupé ses cheveux courts. Instantanément, les filles assoiffées de la classe commencent à baver sur lui comme s'il était le matcha qu'elles ne peuvent pas s'offrir. Mais, avant qu'elles ne deviennent trop audacieuses, un seul regard froid de Ori suffit à leur rappeler que la baguette magique de Miyamura est déjà réservée pour elle. Pendant ce temps, Shuwa, le roi des théâtralités inutiles, réagit comme si la fin du monde était proche, et juste au moment où il tend un CD à Miyamura, Toru remarque une fille prendre discrètement une photo de Miyamura avec son téléphone, comme des paparazzi devant Nobu un samedi. Plus tard, quand Miyamura et Ori rentrent à la maison, il reçoit encore une réaction exagérée à cause de sa nouvelle coupe de cheveux. Alors qu'il croise Shindo, il se met à pleurer comme s'il pleurait la mort de l'ancien Miyamura, ce qui me fait penser qu'il est probablement l'un de ces jeunes passionnés de théâtre. Après avoir essuyé ses larmes imaginaires, Shindo révèle avec enthousiasme qu'il a récemment gagné un énorme sac de bonbons lors d'un concours et qu'il veut le partager avec eux. Alors qu'il trie les différentes saveurs, Miyamura apprend que Shindo déteste absolument ceux au fromage, alors naturellement, il lui en fait manger un juste pour le plaisir de le taquiner. Alors que Shindo se détourne en pleurant à cause du goût horrible, Ori essaie un bonbon qui a le goût d'argile et le regrette immédiatement, tout comme moi après m'être coupé ma propre frange à 3 h du matin. Avant même qu'elle ne puisse réagir, Miyamura le lui vole nonchalamment de la bouche et quitte la pièce pour aller chercher de l'eau pour Shindo, car c'est un homme très habile et prévenant. Le lendemain, Miyamura remarque une fille le fixant avec un visage plein de ressentiment, mais pour l'amour du ciel, il n'a aucune idée de qui elle est, peut être parce qu'elle ressemble à Kylie Jenner avant ses opérations. Pendant ce temps, alors que Ori et Yuki marchent dans le couloir, la même fille apparaît soudainement et exige une confirmation concernant les rumeurs. Une fois qu'elle obtient sa réponse, elle s'enfuit et commence à traquer Miyamura comme une sorte de méchante de film d'horreur. Quand Miyamura s'arrête enfin et la confronte, elle lui demande directement quand il va rompre avec Ori, ce à quoi il répond, sans hésitation, jamais. C'est alors qu'elle se présente comme Sawada de la classe 225 et jure dramatiquement de revenir, comme si elle était une méchante d'anime planifiant son prochain coup.
alors que nous savons tous qu'elle va rentrer chez elle, enfouir sa tête dans un oreiller fleuri et pleurer toute la soirée. Plus tard, alors que Miyamura raconte à Ori la rencontre étrange, Sawada apparaît une fois de plus, agissant de manière hautaine et arrogante. Cependant, avant qu'elle ne puisse prendre trop d'assurance, Ori lui rappelle rapidement exactement à qui elle a affaire, ce qui laisse Sawada complètement déconcertée. Il s'avère qu'elle n'est pas réellement amoureuse de Miyamura, elle est juste follement obsédée par Ori, ce qui est si prévisible, car littéralement tout le monde dans cet anime est après Ori. Toru, qui a écouté toute la conversation, intervient immédiatement juste pour profiter du chaos, car il ne renoncerait jamais à une chance de voir de l'action entre filles. Ori, déjà épuisée, supplie Miyamura de la sauver de l'emprise implacable de Sawada, mais peu importe ses efforts, elle continue de tirer Ori vers elle. Alors que la bataille pour l'affection de Ori fait rage, Toru, trouvant toute la situation bien trop divertissante, décide d'envoyer un message à Yuki, lui disant de venir en être témoin par elle-même, comme si la pauvre fille avait besoin d'un rappel supplémentaire de la mort. Sawada refuse de lâcher Ori jusqu'à ce que la cloche de la classe sonne, forçant Miyamura à la traîner physiquement en cours. Après l'école, alors que Miyamura sort seul, il est de nouveau surpris par Sawada, qui, malgré tout, est toujours déterminée à trouver Ori. Quand elle apprend que Ori est rentré tôt, elle commence à suivre Miyamura comme une ombre. Ils prennent exactement le même chemin, entrent dans le même bâtiment, prennent le même ascenseur, et c'est là qu'ils réalisent tous les deux qu'ils sont en fait voisins de palier. Comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, Sawada se souvient soudainement qu'elle a laissé sa clé dans son casier scolaire, alors Miyamura l'invite à entrer et lui offre du gâteau. C'est ainsi que l'histoire de Hansel et Gretel a commencé aussi. Pendant qu'ils discutent, elle lui demande s'il reçoit souvent des visiteurs, et il admet que même Ori ne vient pas souvent. Curieuse, elle lui demande s'il a des frères et sœurs, et Miyamura répond qu'il est enfant unique. Sawada, riant de sa misère, mentionne qu'elle avait supposé qu'il avait une petite sœur en raison de la façon dont il gérait bien les choses, ce qui fait éclater Miyamura de rire. Cependant, l'ambiance change lorsque Sawada devient un peu triste et mentionne qu'elle avait un frère. Mais tout aussi vite, elle se rétracte, affirmant qu'elle plaisantait juste, car pourquoi commencerait-elle à beuguer devant sa plus grande rivale? Peu de temps après, ses parents l'appellent pour lui dire de rentrer à la maison, et avant qu'elle ne parte, Miyamura lui dit nonchalamment qu'elle est la bienvenue à passer quand elle veut, car apparemment il adore avoir des filles chez lui. Plus tard cette nuit-là, la mère de Miyamura mentionne que le frère aîné de Sawada est en fait décédé dans un accident l'année dernière, le laissant profondément pensif alors qu'il s'endort. Le lendemain, Miyamura remarque qu'elle le suit à nouveau et essaie de la réprimander, mais quand quelques garçons commencent à la taquiner, elle s'accroche immédiatement à Miyamura pour se protéger. Sans un mot, Miyamura lance un regard froid aux garçons, les faisant fuir instantanément, et les deux décident d'attendre Ori ensemble, maintenant qu'ils sont officieusement entrés en territoire fraternel. Plus tard ce soir-là, alors que Ori et Miyamura Netflix and chill chez elle, ils tombent sur une scène où une fille prévoit de tuer son propre père. Sans hésiter, Ori se tourne vers Kyosuke et lui dit qu'elle s'identifie au personnage, le terrifiant tellement qu'il s'enfuit immédiatement acheter des cigarettes. Je me demande s'il reviendra cette fois-ci. Saisissant l'occasion, Ori se demande pourquoi Miyamura ne fait jamais le premier pas avec elle, ne réalisant pas qu'il n'a aucune idée qu'elle attend qu'il prenne les devants. Juste au moment où il se penche pour un baiser, Kyosuke fait irruption à nouveau, demandant de la monnaie, ruinant complètement le moment. Quelques jours plus tard, la bande se retrouve à errer dans un magasin à la recherche de DVD, mais Yuki ne parvient tout simplement pas à trouver celui qu'elle cherchait. Ori, d'un autre côté, choisit facilement ce qu'elle veut, et Miyamura se dirige naturellement vers le comptoir avec elle. Toru les observe de loin, se sentant un peu exclu car ce gars ne supporte pas d'être célibataire, et Yuki remarque immédiatement son changement d'humeur. Voulant le réconforter, elle le tire vers la section des magazines et commence à lui montrer ce qu'il aime, espérant lui remonter le moral et être susciter son intérêt pour elle. Le lendemain, Yuki demande à Toru de l'aider à sortir les poubelles, et alors qu'ils marchent ensemble, elle commence à divaguer sur le fait que le DVD qu'elle cherchait sorte enfin aujourd'hui. Elle demande avec enthousiasme à Toru de l'accompagner au magasin, et pendant qu'elle continue d'en parler, il réalise soudainement qu'elle lui accorde beaucoup plus d'attention ces derniers temps. Depuis que Ori et Miyamura sortent ensemble, il est temps pour les rejeter de se mettre en couple. Il n'y pense pas trop, mais avant qu'il ne puisse répondre à Yuki, il tourne un coin, et Toru heurte accidentellement Sakura, faisant voler une partie des déchets et tachant son uniforme, ainsi que son intégrité. Toru, se sentant mal à propos de ce qui s'est passé, s'empresse d'aller chercher une serviette pendant que Yuki reste en arrière et s'excuse pour le désordre. Pendant qu'elle parle, Sakura demande nonchalamment à Yuki si elle et Toru sortent ensemble. Yuki écarte rapidement l'idée et insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis car elle doit aussi copier Ori ici. Avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, Toru revient avec une veste, l'offrant à Sakura pour qu'elle puisse couvrir la tâche. Au début, Sakura est gênée car porter la veste d'un garçon semble un peu trop personnel pour cette fille qui n'a jamais été touchée par un homme auparavant. Pourtant, elle l'accepte et la porte jusqu'à la salle du conseil des élèves, laissant Sengoku perplexe devant cette scène.
Une fois installé, Sakura demande à Sengoku ce qu'il aime chez Hayasaki, ce qui le prend complètement au dépourvu, car Sakura n'est généralement pas du genre à poser ce genre de questions. Il réfléchit un instant avant d'expliquer qu'Hayasaki est le genre de fille qui est une mignonne maladroite, ce qui, pour lui, est étrangement attachant. Il admet qu'il n'est pas le gars le plus fort ou le plus courageux du coin, mais être avec elle lui donne l'impulsion de faire des choses qu'il ne ferait pas autrement, le faisant se sentir moins comme un incel qui vit dans le sous-sol de sa mère. En entendant cela, Sakura réfléchit à sa propre situation et réalise qu'Hayasaki lui donne aussi du courage, et elle décide qu'il est temps d'utiliser ce courage pour casser sa tirelire. Le lendemain, elle aperçoit Toru dans le couloir et l'arrête, lui rendant la veste qu'il lui avait prêtée. Maintenant qu'elle a fini de la renifler dans sa chambre, alors qu'elle exprime sa gratitude, Toru est appelé par ses camarades de classe et est sur le point de s'enfuir quand Sakura l'interpelle soudainement, l'arrêtant net. Avec des joues légèrement roses, elle lui tend un paquet de biscuits faits maison, spécialement préparés juste pour lui car elle veut se présenter comme une femme idéale. Alors qu'il l'ouvre, il remarque que certains sont roses, aromatisés à la Sakura, et il remarque nonchalamment à quel point il aime Sakura. Alors qu'il s'éloigne, Sakura se sent flattée et est heureuse d'avoir rassemblé le courage de parler à Toru. Pendant ce temps, Yuki trouve enfin le DVD qu'elle cherchait, mais juste au moment où elle s'apprête à le prendre, une autre fille le saisit aussi. Sans réfléchir à deux fois, Yuki la laisse la voir. Même si elle avait attendu si longtemps pour mettre la main dessus, Ori, remarquant que quelque chose ne va pas, décide de ne pas la déranger car elle est secrètement une amie égocentrique. Le lendemain, elle demande pourquoi elle et Toru ne se sont pas vus autant, mais Yuki écarte la question, disant en plaisantant que Toru était trop occupé à manger des biscuits pour avoir du temps pour elle. On dirait qu'il est temps pour Toru de faire partie d'un autre triangle amoureux. Elle cache ses sentiments avec un sourire, mais Ori peut dire que quelque chose la tracasse. Elle réalise que Yuki a tendance à hésiter quand il s'agit de poursuivre ce qu'elle veut, attendant toujours trop longtemps jusqu'à ce que cela lui échappe. La vérité est que Yuki veut que Toru soit le Peter Kavinsky de sa Lara Jean, mais elle attend encore trop longtemps et espère qu'elle obtiendra ce qu'elle veut par magie. Plus tard, Sakura lui donne ses biscuits faits maison pour la remercier du mouchoir, et même si elle les accepte joyeusement, elle les mange plus tard dans la misère, sachant qu'elle ne sera jamais aussi épaisse que Sakura. Plus tard, elle demande au hasard à Miyamura de lui apprendre à faire un gâteau, comme si nourrir Toru était le seul moyen de le charmer. Miyamura, légèrement confus mais désireux d'aider, lui donne quelques instructions de base. Une semaine plus tard, elle revient avec une fournée de cupcakes, mais malheureusement, ils sont complètement brûlés, comme moi après avoir passé une journée à la piscine. Elle demande à Miyamura et Ori de ne rien dire à Toru, mais les choses sont sur le point de devenir intéressantes, probablement parce que Lala Saadi a écrit le scénario pour cela. Toru tombe sur eux sur le toit et, sans hésitation, en prend un et croque dedans. Il grimace immédiatement au goût et commente sans détour à quel point ils sont horribles, mais au lieu d'être découragé, Yuki se sent motivé à réessayer, déterminé à faire quelque chose de mieux la prochaine fois. Waouh, Toru doit avoir beaucoup de charme pour que les filles soient si désespérées à son sujet. Quelques jours plus tard, tout le monde découvre que Miyamura est en dehors de la ville, en visite chez ses proches, et ne reviendra pas avant une semaine entière. Cette nuit-là, Miyamura envoie un message à Ori pour lui faire savoir qu'il est arrivé en toute sécurité, mais réalise vite que la batterie de son téléphone est sur le point de mourir. Malheureusement, il a laissé son chargeur à la maison, ce qui signifie qu'il ne pourra pas la contacter du tout, ce qui, nous le savons tous, est une recette pour le désastre avec ses problèmes d'abandon et tout le reste. Pendant ce temps, Ori attend anxieusement ses messages, comptant les jours jusqu'à son retour, mais à mesure que les jours passent sans nouvelles de lui, elle commence à se sentir mal à l'aise, soupçonnant qu'il la ghost. Le jour où Miyamura est censé revenir, Ori entend des nouvelles de retard de vol et se précipite immédiatement chez lui, espérant vérifier s'il est rentré en toute sécurité. Au même moment, Miyamura rentre enfin chez lui, charge son téléphone et voit tous les messages inquiets que Ori lui avait envoyés tout au long de la semaine. Sans perdre une seconde de plus, il se précipite hors de sa maison pour la trouver, et les deux se rencontrent enfin devant l'ascenseur, pour ce qui pourrait être une séance de baisers passionnés. Ori n'hésite pas une seconde et le serre dans une étreinte forte, submergée de soulagement. À ce moment-là, elle comprend vraiment à quel point il est douloureux d'être séparé des personnes que l'on aime. Le lendemain, les filles se réunissent dans la salle du conseil des élèves, et Ori mentionne nonchalamment que Miyamura déteste absolument les films d'horreur. Les autres filles commencent immédiatement à lui donner des conseils sur la façon dont elle peut utiliser cela pour se glisser sous les décombres de Miyamura, alors elles décident de mettre leurs suggestions à l'épreuve la prochaine fois qu'il viendra regarder un film. Cependant, tous leurs conseils finissent par se retourner spectaculairement contre elle, laissant Miyamura plus terrifiée que jamais. Se sentant embarrassée, Ori s'effondre sur son lit, déplorant ses tentatives ratées de marquer des points pour son foyer. Mais Miyamura la rassure en lui disant qu'il est tombé amoureux d'elle telle qu'elle est, lui faisant réaliser qu'elle n'avait jamais eu besoin de faire autant d'efforts au départ. Alors qu'il regarde la pluie tomber dehors, Ori lui demande de rester la nuit, et les deux finissent par faire leur propre clip musical à la Doja Cat. Le lendemain matin, Suda voit Miyamura toujours à la maison et fond en larmes, inquiet que Miyamura n'emmène sa sœur, car ce gamin est aussi agaçant qu'une chanson de Meghan Trainor. Mais Miyamura l'embrasse simplement et le rassure en lui disant que quoi qu'il arrive, elle ne va nulle part. Ori entend leur conversation depuis le couloir et sourit, sachant qu'elle a choisi le bon gars pour casser sa tirelire.
Un soir, Miyamura réfléchit à quel point sa vie a changé par rapport au passé. À l'époque, il était un e-boy qui écoutait My Chemical Romance, redoutant les pauses qui ne faisaient que lui rappeler son isolement. Les projets de groupe étaient une torture, le forçant à interagir alors que tout ce qu'il voulait était de rester à l'intérieur, comme si c'était le protocole Covid. Chaque jour d'école était misérable, le laissant sans bon souvenir. À son plus bas, il a même envisagé de tout arrêter. Mais en regardant où il en est maintenant, il est reconnaissant d'avoir tenu bon. Il a trouvé de vrais amis, des gens qui se souciaient vraiment de lui, et plus que tout, il a rencontré Ori, la seule personne qui s'est avérée être la prise de sa fiche. Pendant ce temps, Hayasaki réfléchit à Sengoku et à quel point il était facile à manipuler auparavant. Il laissait les gens le marcher dessus, riant avec eux juste pour s'intégrer, sans jamais vraiment sentir qu'il appartenait. L'attention le rendait parfois heureux, mais le plus souvent, cela ne faisait que le rendre anxieux. Malgré cela, il a toujours essayé de se dépasser, surtout pour Hayasaki, ce qu'elle appréciait sincèrement. Elle aimait l'avoir près d'elle, sachant à quel point il avait changé depuis leur première rencontre, ce qu'elle considère comme la transformation du siècle. De retour à l'école, Hayasaki a un jour entendu Sengoku agir comme un frat boy, rejetant un commentaire sur sa mignonnerie, la qualifiant de moyenne au mieux. Plus tard, il a maladroitement essayé de changer de sujet en lui montrant le livre qu'il lisait. Belle tentative, n'est-ce pas? Quand il a appris qu'elle aimait aussi les livres, il lui en a apporté un autre le lendemain, l'offrant même à Sakura une fois qu'Hayasaki aurait fini de le lire, car apparemment il est maintenant généreux comme MrBeast. Quelques jours plus tard, il a partagé d'autres livres, révélant que sa famille possédait une bibliothèque entière. Intrigué, Hayasaki a mentionné à quel point c'était cool, incitant Sengoku à l'inviter chez lui. Pendant sa visite, elle a trouvé un vieux livre sur l'Apocalypse et a commencé à le feuilleter. Quand Sengoku lui a demandé comment elle passerait son dernier jour si le monde devait finir, elle a instantanément répondu qu'elle mangerait tous les desserts possibles comme une gourmande. Pendant qu'ils discutaient, il a soudainement complimenté ses couettes, la faisant se sentir inopinément chaleureuse à l'intérieur. Le lendemain, elle a rendu les livres, et les discussions sur la fin du monde ont continué. Sengoku a mentionné au hasard que son ami Kamioka avait le béguin pour elle, mais Hayasaki a balayé cela d'un revers de main, agissant de manière nonchalante et a demandé si elle pouvait revenir lui rendre visite. Plus tard, à la bibliothèque, Sengoku choisissait des livres pour Hayasaki quand elle lui a soudainement demandé ce qu'il ferait réellement si le monde se terminait demain. Sans réfléchir, il a spontanément lâché qu'il lui avouerait ses sentiments avant de se transformer en poussière. Il rougit intensément, comme une héroïne de Bridgerton. Hayasaki, réalisant pleinement ce qu'il voulait dire, a simplement souri et lui a dit qu'elle l'aimait aussi. À partir de ce moment précis, leur lien s'est considérablement approfondi, et en continuant à lire ensemble, ils sont finalement tombés amoureux. Actuellement, Ori est en train de peindre les ongles de pied de Miyamura et ne cesse de le taquiner, tandis que Kanye se déchaîne sur Twitter. Sachant pertinemment qu'elle riposterait, il pose en plaisantant son pied sur sa tête, avant de tomber aussitôt à genoux et de s'excuser immédiatement. Ori lui dit que tout va bien, faisant remarquer à quel point il est agressif avec les garçons, et pourtant si incroyablement doux avec elle. Elle lui dit de ne pas se retenir du tout, ce qui fait se demander à Miyamura si elle souhaite jouer le rôle de la pâte qu'il doit pétrir à la boulangerie de sa mère. Cette pensée envoie l'esprit de Ori dans une spirale folle, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle rougit profondément à l'idée que Miyamura se régale de son petit déjeuner tout compris. Le lendemain, Miyamura entre dans la classe, agissant d'une manière étrangement joyeuse, rendant Toru et Shuwu extrêmement méfiants, car il suppose qu'il a eu le Gog 3000 la nuit dernière. Quand Sengoku arrive pour lui emprunter son cahier de maths, il remarque également que quelque chose ne tourne pas rond. Il s'avère que Miyamura essaie de s'entraîner à être excessivement gentil avec le garçon, afin de pouvoir trouver le courage de crier sur Ori pour une fois, et de recréer sa fantaisie des 365 jours. Plus tard, quand lui et Ori se retrouvent seuls dans une salle de classe complètement vide, il essaye d'agir de manière agressive. Mais juste au moment où il est sur le point de réussir son coup, un groupe de filles entre et suppose immédiatement qu'il est abusif, tout comme Amber Heard a accusé Johnny Depp de l'être. Pendant ce temps, ailleurs dans le couloir, Yuki a une conversation qui la laisse visiblement mal à l'aise. Plus tard, alors que Miyamura et Ori discutent des rumeurs concernant leur histoire d'amour particulièrement violente, il remarque que Yuki semble étrangement distraite. Quand il lui demande ce qui ne va pas, elle révèle que quelqu'un l'a récemment invitée à sortir, mais elle n'a absolument aucune idée de comment le refuser, car elle n'a eu absolument aucune romance dans sa triste vie. Elle ne sait même pas grand chose sur le gars, mais elle doit admettre qu'il est plutôt confiant. Ne voulant absolument pas blesser ses sentiments, Ori suggère que Yuki fasse semblant de sortir avec Toru pendant quelques jours afin que le gars se retire de lui-même. Yuki hésite, craignant que Toru déteste profondément l'idée, mais Miyamura l'appelle immédiatement et à sa grande surprise, Toru accepte de jouer le jeu parce que c'est sa carte Get Into Yuri, carte gratuite. Plus tard, Yuki révèle que le gars qu'il a invité à sortir est Yanagi de la classe 6. Toru suggère qu'elle trouve quelqu'un de bien plus beau pour le rôle, mais Yuki le rassure en lui disant qu'il est en fait beaucoup plus sexy que Yanagi. Sur ces mots, Toru se sent aussi étrange que The Weeknd, lui prend la main et ils sortent pour aller rencontrer Yanagi, tandis que Ori et Miyamura observent la scène depuis le balcon. Quand Yanagi apparaît enfin, il s'excuse d'être en retard, expliquant que son professeur avait absolument besoin de lui. Au moment précis où Ori et Miyamura le voient, ils sont stupéfaits de constater qu'il est d'une beauté comparable à celle de Brad Pitt. Toru se sent extrêmement gêné, sachant très bien qu'il est largement derrière Yanagi, mais heureusement pour lui, Yanagi suppose que Yuki sort déjà avec Toru et s'en va avec un sourire.
La seconde où il est parti, Ori se précipite littéralement vers Yuki, exigeant de savoir pourquoi elle a rejeté un homme si incroyablement beau. Yuki hausse simplement les épaules, disant qu'elle n'est pas intéressée par ce genre de gars, bien qu'en réalité elle cache juste ses sentiments profonds pour Toru, comme un chiot follement amoureux. Plus tard, Ayasaki dit à Yuki que si Yanagi est certes incroyablement attirant, sa vue est si mauvaise qu'il est pratiquement aveugle, se cognant souvent au mur comme un idiot complet. Curieuse, Yuki s'approche de Yanagi et suggère qu'il a dû la prendre pour Ori, qui est incontestablement bien plus attirante. Yanagi répond cependant avec une grande confiance qu'il ne s'était pas du tout trompé et qu'il avait en fait le béguin pour elle depuis un certain temps déjà, me faisant croire que Yuri est une idiote finie de rejeter un roi aussi confiant que Yanagi. Le lendemain, Ori décide de s'amuser à jouer avec sa peluche préférée, alias son petit ami, alors elle décide de tresser les cheveux de Miyamura, juste pour voir comment il réagit. Bien sûr, un groupe de filles s'approche de lui, complimentant chaleureusement son nouveau look. Normalement, Miyamura ne ferait pas particulièrement attention, mais dès l'instant où il reconnaît ne serait-ce que leur existence, Ori s'énerve immédiatement et le gifle violemment, comme dans cette chanson d'Akon. Sans lui donner la moindre raison, elle sort en trompe de la classe, le laissant là, complètement perdu et abasourdi. Cependant, juste au moment où elle est sur le point de disparaître totalement de sa vue, Miyamura aperçoit Mizuchi, l'un de leurs camarades de classe, observant toute la scène se dérouler avec un regard particulièrement étrange sur son visage. Ne voulant absolument pas aggraver les choses, il la poursuit rapidement pour essayer de la calmer, seulement pour qu'elle explose en une crise de colère monumentale, expliquant comment ces mêmes filles qui sont maintenant toutes gentilles avec lui étaient celles qui le traitaient comme s'il ressemblait à un lit-boubou avant qu'il ne se fasse couper les cheveux. Alors qu'il marche et que Ori continue de se défouler sans retenue, il passe devant Tanihara, le même gars qui était autrefois un véritable méchant, harcelant constamment Miyamura et ayant même dit à Shindo d'arrêter d'être ami avec lui. Il s'avère que certaines choses ne changent jamais, car Tanihara et son ami commencent immédiatement à s'en prendre à Miyamura, exactement comme ils le faisaient avant, et pour aggraver encore les choses, il lance même des commentaires particulièrement méchants à Ori. Malheureusement pour lui, il est aussi stupide que moi d'avoir cru que j'avais une chance avec Zayn Malik, et Ori, qui était déjà complètement à cran, décharge toute sa frustration accumulée sur lui, le démolissant absolument sur place, le réduisant en miettes comme l'Undertaker lors d'un match de catch. Après cela, elle se sent enfin pleinement satisfaite. Plus tard ce jour-là, Shindo va chercher de la nourriture dans un restaurant quand il tombe inopinément sur Tanihara, qui a maintenant l'air de sortir tout juste d'une bagarre de rue, le visage entièrement contusionné. Naturellement, Shindo a demandé ce qui s'était passé, et Tanihara, toujours complètement incrédule, explique qu'il a rencontré Miyamura et que de nulle part, sa petite amie totalement folle lui a donné une raclée mémorable pour l'avoir embêté. Quand Tanihara demande qui était donc cette fille, Shindo lui dit que ce n'était autre que Ori et le prévient de ne plus rien tenter de drôle avec Miyamura, à moins qu'il ne veuille se faire complètement tabasser à nouveau par la redoutable méchante. Pendant ce temps, Miyamura est chez Ori, l'aidant à faire la vaisselle quand elle remarque soudain qu'il a l'air un peu abattu, alors elle lui demande ce qui se passe et lui dit de se remonter le moral. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui se soucie réellement de lui est amplement suffisant pour que Miyamura se sente mieux. Et pendant un instant, il oublie absolument tout le reste, comme moi, après avoir fumé un joint. Le lendemain, Ori est de nouveau à la charge, suppliant Miyamura d'être un peu plus rude avec elle, exactement comme il l'était la dernière fois, mais il continue de refuser catégoriquement, car il ne peut absolument pas se permettre d'être annulé pour un simple jeu de rôle. Juste à ce moment-là, Shindo apparaît soudainement de nulle part, tel le Covid, surprenant Miyamura. En plaisantant, il dit qu'il ne pouvait tout simplement pas rester là à regarder une fille aussi jolie que Ori supplier pour quelque chose comme ça, et Ori, jouant parfaitement le jeu, se plaint que Miyamura ne l'aime plus du tout, rendant la situation encore plus drôle. Shindo, allant un pas plus loin, essaie de flirter ouvertement avec Ori juste pour embêter Miyamura, mais elle le rejette immédiatement avec l'expression la plus froide et la plus désintéressée qui soit, parce que c'est une fille absolument loyale. Miyamura dit à Ori qu'il devrait vraiment y aller, mais elle insiste pour qu'il la fasse bouger. Cédant finalement, Miyamura lui prend la main et la tire agressivement, réprimandant Shindo alors qu'ils partent, laissant le pauvre gars complètement confus par ce qui venait de se passer sous ses yeux. Pendant ce temps, Tanihara et sa bande errent près d'un dépanneur comme une bande de brutes sans cervelle quand ils aperçoivent Ori s'approcher, et au moment précis où ils la voient, ils commencent tous à paniquer intérieurement. L'un des gars qui ne l'a jamais rencontré essaye de dire des bêtises, seulement pour que ses propres amis le fassent taire immédiatement, le coupant net. Dans une tentative désespérée d'éviter une nouvelle démonstration de la collection de ceintures de Ori, les gars commencent à faire semblant de ramasser des ordures dans la rue, espérant ardemment que Ori ne les verra pas comme une menace. Tanihara marmonne que Ori est une menace absolue, une vraie terreur, mais alors, à son horreur la plus totale, il voit Miyamura la gifler nonchalamment, et elle aime visiblement ça, parce qu'ils sont discrètement aussi bizarres que MGK et Megan Fox aux cérémonies de remise de prix. D'un autre côté, Tanihara a toujours du mal à comprendre comment Miyamura, le même gars qu'il se moquait constamment à l'époque, est maintenant mystérieusement en couple avec des bombes absolues. Alors que Miyamura et Ori arrivent à la maison, Tsuta annonce qu'il s'en va, et Kyosuke lui rappelle de bien être de retour pour le dîner. Saisissant l'occasion, Miyamura demande à Kyosuke des conseils relationnels, et pour une raison assez étrange, l'homme transforme sa salle de bain en confessionnal afin que Miyamura puisse enfin se confier. Là, Miyamura explique comment Ori a cette étrange obsession d'être maltraité, et Kyosuke suggère que c'est simplement parce que Miyamura est beaucoup trop gentil avec elle. Alexa joue Daddy Issues de The Neighborhood.
Puisqu'elle a déjà vu le bon côté des choses, elle veut maintenant voir le mauvais côté, car Voldemort est probablement sur sa liste, écoute-moi. Cependant, quand Tori fait soudainement irruption dans leur conversation très profonde, Kyosuke la prévient d'être douce avec Miyamura, parce que le pauvre gars fait vraiment de son mieux. Au lieu de prendre ça au sérieux, Ori le tacle immédiatement, soulignant qu'il devrait plutôt se concentrer sur son propre mariage raté, au lieu de jouer les gourous de l'amour pour les perdants. Le lendemain, Toru raconte à Miyamura comment il est allé au karaoké avec Shuhu, mais tout ce que le gars voulait faire était de cosplayer Maria Carey, ce qui en a fait une expérience assez étrange. À ce moment précis, leur camarade de classe Mizuchi achète une boisson à la machine distributrice, mais ne prend même pas la peine de dire bonjour, ce qui fait suspecter à Miyamura qu'il les évite parce qu'il a un faible pour Ori, car évidemment, le monde entier tourne autour de la petite amie de Miyamura. Plus tard, Miyamura réalise qu'il a laissé son téléphone dans le laboratoire de sciences, et quand il y retourne pour le récupérer, il tombe sur Mizuchi, qui l'aide à le chercher. Après un certain temps, il réalise que le téléphone était dans la poche arrière de Miyamura pendant tout ce temps, laissant Mizuchi frustré et se sentant comme Dora l'exploratrice. Cette nuit-là, Taniara fait un rêve bizarre où lui et Miyamura sont piégés dans une petite pièce entourée de lapins, et quand il se réveille, il veut soudainement le numéro de Miyamura. Après l'avoir obtenu d'un ami, il appelle, mais Miyamura ne répond pas, ce qui lui fait penser qu'il est purement et simplement ignoré. Le lendemain, il visite la boulangerie de la mère de Miyamura, mais découvre qu'ils sont sur le point de fermer, alors il décide de revenir plus tard. Avant de partir, il mentionne l'appel, et Miyamura révèle que son téléphone était cassé, ce qui signifie qu'il ne l'ignorait pas du tout après tout. Voyant le sourire si gentil de Miyamura alors qu'il dit au revoir, Tanihara commence à réaliser que, peut-être, le gars n'est pas aussi nul qu'il l'a toujours pensé. On dirait que Ori lui a remis les idées en place. Un jour, le temps commence à se rafraîchir car c'est la saison des câlins, et Ori décide de commencer à porter une écharpe pour se tenir chaud, comme si elle ne pouvait pas simplement voler le sweat à capuche de son petit ami. Juste à ce moment-là, il tombe sur Tanihara qui dit bonjour nonchalamment, et pour une raison totalement inexplicable, Ori commence à lui jeter des coups comme une racaille enragée, parce qu'elle est juste en colère que Tanihara soit devenu un peu trop amical avec Miyamura dernièrement. Tanihara l'assure rapidement que lui et Miyamura ne sont pas du tout aussi proches qu'elle l'imagine, et lui dit qu'elle devrait plutôt surveiller Shindo, puisque cet homme passe pratiquement la moitié de ses nuits chez Miyamura, c'est dire. Au même moment, Shindo lui-même apparaît de nulle part, se vantant fièrement de toutes les fois où Miyamura a dormi chez lui, comme s'il était son escorte personnelle. Sentant que les choses sont sur le point de devenir très violentes, Tanihara tire rapidement Shindo pour l'éloigner, avant que Ori ne commence à pratiquer le jujitsu sur lui. Une fois parti, Ori commence à trop réfléchir, soudainement inquiète qu'un gars au hasard puisse lui voler Miyamura, et elle lui dit que s'il décide un jour de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il vaut mieux que ce soit une fille et non un mec. Le lendemain à l'école, Miyamura s'approche des garçons et leur dit de garder leur distance avec lui, sinon Ori enterra leurs rêves comme la Yorona. Un soir, Yuki fait du shopping avec sa petite sœur quand elle tombe inopinément sur Yanagi, qui a finalement décidé de porter des lunettes et d'embrasser pleinement sa cécité. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait, et Yuki explique qu'elle est en train d'acheter des fournitures d'art pour sa sœur. Un instant plus tard, sa sœur apparaît et Yuki la présente à Yanagi. Elle demande immédiatement si les deux sortent ensemble, mais elle est déçue quand elle apprend que Yuki a largué un si joli morceau de bonbon pour les yeux. Quel gâchis! Embarrassée, Yuki s'excuse pour la franchise de sa sœur, mais Yanagi ne semble pas s'en soucier du tout. En fait, il est même heureux de la voir en dehors de l'école pour une fois. Cependant, ne voulant pas créer de drame inutile avec Toru, il s'excuse rapidement, car c'est un roi absolument sans problème. Cependant, Yuki est toute triste que sa relation avec Toru n'était qu'un mensonge qu'elle s'était raconté à elle-même et à tout le monde. Il s'avère que Dolulu n'est pas toujours le Solilou. Plus tard, elle rencontre Ayasaki et lui dit que Sakura lui a demandé si elle et Toru sortaient vraiment ensemble, et Yuki n'a pas pu se résoudre à lui dire la vérité pure et simple. Elle veut qu'Ayasaki lui dise la vérité, mais Ayasaki refuse, car elle sait que Yuki a ses yeux assoiffés fixés sur Toru. Se rappelant sa conversation avec Sakura, Yuki se souvient comment ses lèvres tremblaient alors qu'elle hésitait à répondre, ce qui la rendait encore plus désireuse de tout avouer sans tarder. Après le départ d'Ayasaki, Yuki est laissée à se noyer dans son propre désespoir, comme moi après avoir regardé mes vieux annuaires, sachant que Toru ne la voit que comme une simple amie. Elle se souvient de la première fois qu'il lui a tenu la main, même si tout cela faisait partie de leur faux jeu, et se souvient comment elle lui a égoïstement demandé de continuer encore un petit peu plus longtemps. Au fond d'elle-même, elle avait espéré que s'il continuait à faire semblant, Toru finirait par développer de vrais sentiments pour elle, mais maintenant elle réalise à quel point cette pensée était profondément tordue. Cette fille doit ovuler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Quelques jours plus tard, Ori et les autres remarquent que Yuki n'est pas venue à l'école, probablement parce qu'elle a été diagnostiquée avec de l'ammoniac vaginal. Alors que Miyamura suppose qu'elle est juste malade, Ori n'est pas du tout convaincue, puisque Yuki n'a même pas répondu au moindre de leurs messages. Pendant ce temps, à la maison, la petite sœur de Yuki ne cesse de la harceler pour qu'elle retourne à l'école, mais Yuki reste obstinément silencieuse. La voyant ainsi, sa sœur lui rappelle comment elle se retient toujours au lieu de demander les choses qu'elle veut et lui dit qu'elle devrait commencer à dire ce qu'elle pense. Avec assurance, comme une girl boss, pour alléger l'ambiance, elle dit aussi à Yuki de continuer à faire des biscuits et des cupcakes, car la dernière fournée qu'elle a faite était étonnamment décente, ce qui est honnêtement le mieux qu'elle puisse faire.
Après avoir longuement réfléchi, Yuki décide finalement d'allumer son téléphone et est immédiatement bombardée d'un nombre absolument ridicule de messages de ses amis. Alors qu'elle les parcourt, elle tombe sur un de Turu. Dedans, il mentionne nonchalamment que Sakura lui a avoué ses sentiments. La seconde où elle le lit, son monde entier s'arrête net, car il n'y a aucun moyen qu'elle puisse rivaliser avec une Mamacita comme Sakura. Malgré la sensation déchirante dans sa poitrine, elle se dit de passer à autre chose et décide de retourner à l'école le lendemain après avoir accepté la défaite. Elle agit normalement autour de Ori, faisant semblant que tout va bien, mais Toru n'y croit pas du tout. Sentant que quelque chose ne va pas, il la prend à part pour une discussion privée sur le toit de l'école. Yuki suppose que c'est le moment où il va enfin lui dire qu'ils n'ont plus besoin de maintenir leur fausse relation. Mais au lieu de cela, il évoque la confession de Sakura, peut être pour lui frotter un peu plus le nez dedans, histoire de bien enfoncer le clou. Il révèle que la briseuse de ménage Sakura lui a en fait dit de ne pas répondre tout de suite, car elle croit toujours qu'il sort avec Yuki. Frustré, Yuki demande pourquoi il n'a pas simplement éclairci le malentendu, ce à quoi Turo répond qu'il ne pensait pas que cela importait vraiment. Se sentant audacieuse, elle lui demande alors s'il aurait un jour envisagé de sortir avec elle s'il ne faisait pas semblant. Turo, pris au dépourvu, admet qu'il pense qu'elle est hors de sa ligue, ce qui n'est qu'une excuse pour être un lâche et ne pas l'inviter à sortir comme un homme. Essayant de changer de sujet, Toru demande pourquoi elle n'a pas fait de biscuits dernièrement, mais l'esprit de Yuki est trop préoccupé par d'autres pensées, comme comment se pendre à son ventilateur de plafond cet après-midi, une idée fixe. Elle réfléchit à la façon dont Sakura avait lentement rassemblé le courage de lui avouer ses sentiments après lui avoir fait des biscuits, tandis qu'elle, d'un autre côté, n'avait fait que fuir ses vrais sentiments, se dérobant constamment, comme le personnage principal nerveux d'un film indépendant. L'idée que Toru soit avec Sakura la fait souffrir profondément, mais ce qui l'effraie encore plus, c'est la pensée qu'il ne comprendra peu, être jamais à quel point elle l'aime vraiment. Alors que la conversation dérive, Toru mentionne que c'est le jour le plus froid de l'année et qu'il espère ardemment de la neige. Yuki lui rappelle que la neige signifie aussi qu'ils devront faire face à la douleur de pelleter plus tard. Mais Toru continue de défendre passionnément son amour pour la neige, probablement parce qu'il a tout un harem à câliner par ce temps glacial, un vrai privilège. Le voir s'énerver autant pour quelque chose d'aussi simple fait en fait que Yuki se sente chaude à l'intérieur, et même là, et pendant un bref instant, elle oublie complètement sa tristesse. Pendant ce temps, Sengoku commence à suspecter que Sakura a un petit ami puisqu'elle est de si bonne humeur dernièrement. Car quelle autre joie une fille pourrait-elle avoir dans sa vie, sérieusement? Ayasaki lui dit que c'est en fait le contraire, avant de s'éloigner sans donner la moindre explication supplémentaire. Plus tard, alors que Sengoku est en train de nettoyer la salle du conseil étudiant, Sakura entre avec un sourire éclatant, l'air visiblement plus joyeuse que d'habitude. Elle s'approche de la fenêtre, jette un coup d'œil dehors, et remarque soudainement Yuki tendant une boisson à Toru. Pendant une seconde, elle s'absente complètement, le sourire disparaissant totalement de son visage, tout comme Ai disparaît au premier signe d'engagement. Sakura tourne les talons et commence à partir discrètement, mais Sengoku, percevant son changement d'humeur, l'arrête et lui demande ce qui ne va pas. Elle avoue qu'elle a été rejetée avant même d'avoir eu la chance de demander officiellement à son coup de cœur de sortir avec elle. Sengoku, pris de court, ne sait pas quoi dire au début, mais alors qu'il essaie de lui offrir quelques mots d'encouragement, Sakura, incapable de se retenir plus longtemps, s'effondre finalement, laissant échapper toute l'émotion qu'elle avait retenue en elle, car c'est sa seule chance de thérapie, son unique exutoire. Un jour, Hiro réalise que la plupart d'entre eux sont des enfants uniques, mais Toru prend tout le monde au dépourvu en révélant que Shu a en fait un frère ou une sœur plus jeune. Quelques jours plus tôt, Shu avait invité Toru chez lui, et Toru était resté complètement sans voix quand il a découvert que Shu avait une sœur cadette. En plus de cela, il agissait de manière superposée devant elle, contrairement à son numéro de James Corden. Juste au moment où ils discutent de cela, Shu fait irruption dans la pièce, complètement excité et demandant s'ils veulent prendre des frites burgers après l'école, seulement pour se faire immédiatement réprimander par les filles pour son enthousiasme imprudent habituel. Plus tard, ils rencontrent tous Yanagi et Ori remarque qu'il parle toujours super formellement à tout le monde, absolument tout le monde, sauf à Yuki. L'autre jour, Ayasaki avait harcelé Yanagi pour qu'il lui dise au revoir, mais il avait l'air visiblement mal à l'aise parce qu'Ayasaki est aussi invasive que les politiques de confidentialité de Meta. Pourtant, quand Yuki est passé, il lui a dit nonchalamment qu'il la verrait plus tard, ce que nous savons tous être, la façon dont les appels coquins fonctionnent dans cette école. Voyant cela, Shu suggère que Yanagi commence à appeler tout le monde par leur prénom pour briser son habitude trop rigide et formelle. Yanagi hésite, car il n'a jamais adressé aucun de ses amis aussi nonchalamment auparavant, et quand Shu continue de pousser, Toru décide de lui remettre physiquement les idées en place. Yanagi reconnaît que la façon dont il agit le fait se sentir distant du groupe, et même si c'est difficile pour lui, il veut sincèrement être plus proche d'eux, surtout de Yuri qui lui donne envie de la défoncer. Juste à ce moment-là, Sengoku entre en les appelant nonchalamment une bande bizarre, alors Miyamura et Toru sautent sur l'occasion pour souligner à quel point Sengoku agit beaucoup trop détendu avec eux, malgré ne les connaître que depuis très peu de temps. Alors que les garçons continuent de faire les idiots, Ori décide de les laisser à leurs bêtises. En les regardant s'amuser, Yanagi trouve enfin le courage d'appeler Toru par son prénom. Shu exige immédiatement le même traitement, car son nom est clairement un type de chaussure, mais Yanagi insiste pour y aller étape par étape, tranquillement.
Plus tard, Yanagi et Miyamura se lancent dans une dispute assez bête et demandent l'avis de Sakura. Elle comprend vite qu'ils se chamaillent pour savoir qui est le plus grand, et leur dit simplement de s'excuser l'un auprès de l'autre, sans plus attendre. Yanagi s'excuse aussitôt, ce qui, étrangement, agace Miyamura car il voulait s'excuser le premier. Ils recommencent à se disputer, et Sakura trouve leur pitrerie enfantine étrangement amusante, même si ces deux-là sont vraiment ringards au possible. Le lendemain, Miyamura demande à Sawada ce qu'elle pense de Sengoku et Toru, et elle répond nonchalamment qu'ils semblent normaux. Miyamura lui explique alors qu'il essaye de l'aider à se sentir plus à l'aise avec les garçons, alors lui, Sengoku et Toru commencent à la soudoyer avec des collations, transformant cela en une compétition pour voir à qui elle s'attachera en premier. C'est littéralement le rêve mouillé de toutes les Pick Me Girls. Juste à ce moment-là, Ori et Shu arrivent, Shu étant aussi bruyant que James Charles, ce qui fait immédiatement paniquer Sawada. Shu demande à Miyamura de plaider sa cause, mais même après que Miyamura l'ait rassuré, Sawada refuse toujours de reconnaître l'existence insignifiante de Shu. Plus tard, Shu commence à se plaindre d'avoir mal à la gorge. On se demande ce qu'il a bien pu faire dernièrement, mais il balaie ça d'un revers de main. Jouant au Dr Barbie, Ori l'examine et réalise qu'il a de la fièvre, le forçant immédiatement à rentrer chez lui. En sortant, il tombe sur Sawada qui peine à transporter une lourde boîte d'équipements scientifiques. Sans dire un mot, il prend la boîte et la dépose au laboratoire de sciences avant de s'éloigner, car lui aussi peut se montrer gentleman pour une fois. Après tout, Sawada, confuse, essaie de le remercier, mais Shu ne s'attarde pas, craignant qu'elle n'attrape son rhume. Maintenant, Sawada est convaincu qu'il est en colère contre elle. Le lendemain, Shu est de retour à l'école et se sent bien, mais il n'a aucune idée que Sawada le suit à la trace, à la manière des Spy Kids, en se cachant derrière une porte. Sakura la surprend et lui demande ce qu'elle fait, et Sawada avoue qu'elle pense que Shu est en colère contre elle. Sakura, cependant, souligne qu'elle n'a jamais vraiment vu Shu-woo en colère contre qui que ce soit, car apparemment il n'a aucune estime de soi, et la rassure en lui disant qu'elle se fait trop de soucis pour rien. À ce moment-là, Shu-e sort de la pièce et, comme à son habitude, commence à bavarder bruyamment en voyant Sawada. Elle panique immédiatement et le traite d'agaçant avant de s'enfuir à nouveau en courant. Alors que Shui se demande à voix haute pourquoi elle s'enfuit toujours, Sakura remarque Sawada qui l'observe discrètement derrière un mur, preuve évidente qu'elle commence lentement à s'habituer à lui, ou alors qu'elle est juste une personne un peu étrange qui manque clairement de socialisation. Pendant ce temps, la sœur cadette de Shuha, Moto, espérait s'inscrire à East High, mais elle découvre que ses notes ne sont pas suffisantes. Pareil ma sœur, pareil. Quand son professeur lui dit de viser une autre école, elle est très contrariée et s'enferme dans sa chambre, refusant de sortir. Quand Shu rentre à la maison, elle refuse de sortir ou même de dîner. Finalement, elle lui raconte ce qui s'est passé et Shu, d'une manière plutôt calme, lui dit que les mauvaises notes ne sont pas une excuse pour se laisser mourir de faim, absolument pas. Il lui demande à quelle école elle a postulé, mais Moto hésite, craignant qu'il ne se moque d'elle. Après quelques insistances, elle admet finalement qu'elle voulait entrer à East High, mais n'a pas les notes pour cela. Quand Shu demande si ses scores sont vraiment si mauvais, Moto essaie immédiatement de le frapper de frustration, même s'il pourrait facilement la maîtriser s'il le voulait vraiment. Il attrape son poing et lui fait remarquer que ses livres sont pratiquement en lambeaux à force d'étudier, donc elle travaille clairement dur, ou peu, être qu'elle les frappe juste quand elle se sent bête. Il lui dit qu'il sait l'effort qu'elle fournit, et lui demande en plaisantant quel professeur a brisé ses rêves pour qu'il puisse leur donner une bonne leçon. Moto finit par craquer, admettant que peu importe combien elle étudie, ses notes ne s'améliorent pas, et voir tous ses amis se qualifier facilement pour les meilleures écoles la fait se sentir complètement laissée pour compte, c'est très dur. Après s'être défoulée, elle se calme enfin, et Shu la traîne à table, espérant secrètement qu'un peu de nourriture la rendrait plus intelligente. Le lendemain, Shu demande un service à Ori, et envoie Moto chez elle pour qu'elle puisse l'aider à étudier, ce serait parfait. Ori réfléchit à la façon dont Shui a agi différemment en parlant de sa sœur, réalisant que malgré son comportement habituel de pitre, il est en fait un grand frère très responsable. Plus tard, Ori apporte du chocolat chaud à Moto et commente à quel point elle ressemble à Shui, c'est frappant. Moto rit en disant qu'ils ne se ressemblent pas seulement physiquement, mais qu'ils partagent aussi la même personnalité sombre et réservée. On dirait que notre chère Moto est aussi ignorante de son frère que de ses études. Ori est trop stupéfaite pour parler, car à l'école, Shui n'est rien d'autre que bruyant et agaçant. C'est tout le contraire. Pendant ce temps, Tsuda demande à Miyamura, qui est la fille aux cheveux verts, et Miyamura explique que c'est la sœur de Shuha. Pour la faire se sentir la bienvenue, il lui prépare des cupcakes à la banane. Alors que Moto se sent lentement plus à l'aise avec Ori, elle mentionne que tout le monde dans sa classe a des téléphones portables, mais qu'elle n'utilise le sien que pour envoyer des SMS à Shuai, comme une ringarde. C'est un peu triste. Ori demande s'ils sont proches, et Moto admet que Shu lui envoie constamment des messages même quand ils sont dans la même maison. Pendant ce temps, Shui choisit un porte-bonheur pour Moto, espérant stimuler sa confiance avant ses examens, car cette pauvre enfant a besoin de toute la chance qu'elle peut obtenir, vraiment. À l'approche de Noël, Keisuke demande à Ori d'inviter Miyamura pour les fêtes. Mais quand elle en parle, Miyamura lui dit qu'il sera trop occupé à travailler à la boulangerie familiale et qu'il ne pourra probablement pas venir, malheureusement.
Ori ne veut pas le forcer, alors elle dit que c'est bon, mais Keisuke et Tsuda ne l'entendent pas de cette oreille et continuent de le pousser à venir jusqu'à ce qu'il soit tellement dépassé qu'il s'enfuit purement et simplement juste pour leur échapper. C'est incroyable. Pendant ce temps, Toru est sorti avec Shu et Sengoku quand il commence à divaguer sur son béguin pour Ori, et au milieu de son flot de paroles incessants, il laisse accidentellement échapper que lui et Yuki ne sortent pas vraiment ensemble, en fait. Sengoku se met immédiatement en colère parce que Sakura avait pleuré devant lui à ce sujet, mais avant qu'il ne puisse trop s'énerver, Toru admet qu'il aime vraiment Yuki, ce qui fait dire à Sengoku que tant qu'ils sont tous les deux des 6 sur 10 solides, il devrait juste y aller, sans hésiter. Le lendemain, Yuki demande au hasard à Toru si elle peut venir jouer à des jeux, et il accepte après avoir fait tout un numéro pour attirer l'attention. Yuki, confuse mais toujours partante, se présente chez lui, mais une fois à l'intérieur, Toru commence à agir de manière suspecte et lui dit de se taire, lui faisant croire qu'il essaie d'éviter ses parents. C'est étrange. Puis, pour rendre les choses encore plus étranges, il verrouille la porte et enlève sa cravate, ce qui fait paniquer Yuki car elle pense qu'il essaie d'obtenir un accès illimité à son coucher-là. Remarquant qu'elle est mal à l'aise, Toru soupire et déverrouille la porte, lui disant de se détendre car il n'est pas sur le point de faire quoi que ce soit de bizarre, absolument pas. Yuki est toujours troublée et lui dit qu'elle se sent en sécurité avec lui, ce qui les fait rougir et devenir chauds comme des Cheetos enflammés. Juste à ce moment-là, la mère de Toru fait irruption, mais il essaie désespérément de garder la porte fermée pour l'empêcher de voir Yuki, qui est probablement tout ému par cette rencontre inattendue. Elle refuse de reculer, alors Yuki propose maladroitement de partir, mais Toru lui dit fermement de rester. Quand la femme entre enfin, elle salue joyeusement Yuki, puis s'en va leur chercher des collations, seulement pour que Toru révèle nonchalamment que ce n'est pas sa mère mais leur femme de ménage, Yashiro, qui le bombarde toujours de questions agaçantes sur Yuki. C'est pourquoi il essayait de l'éviter à tout prix. Avant même qu'il ne puisse respirer, Yashiro revient pour demander s'ils veulent du shortcake ou du cheesecake, alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est un peu d'intimité. Et quand Yuki choisit le cheesecake, elle lance à Toru un regard entendu et le prévient de ne rien tenter de drôle, surtout pas. Toru hausse les épaules en disant qu'il ne toucherait même pas Yuki tant qu'elle est là, ce qui fait se demander à Yuki s'il le ferait vraiment s'ils étaient seuls. Après s'être calmé, il joue aux jeux vidéo jusqu'à ce que Yashiro revienne avec du gâteau et du thé, et il réalise immédiatement qu'elle l'a acheté à la boulangerie de Miyamura. C'est une coïncidence. Pendant ce temps, Sengoku, qui est harcelé par Ayasaki pour lui rendre visite à Noël, refuse d'y aller, comme un véritable signal d'alarme, et quand elle commence à pleurer de façon dramatique à ce sujet, Ori et Toru le réprimandent sévèrement, sans ménagement. Quand il lui demande pourquoi il ne veut pas y aller, il admet maladroitement que sa chambre est remplie d'insectes morts encadrés et qu'il en est terrifié, comme s'il ne ressemblait pas lui-même à ces insectes qu'elle collectionne avec tant d'affection. Plus tard, Yuriko demande à Ori son bulletin de notes, et est fière de voir Ori obtenir de bonnes notes, malgré toutes les bêtises qu'elle a faites toute l'année avec Miyamura. Elle souligne également que la prochaine fois qu'elle recevra ses notes, elle sera diplômée, ce qui fait réaliser à Ori à quelle vitesse le temps a passé et la laisse réfléchir à l'avenir, à ce qui l'attend. La veille de Noël, Yanagi croise la sœur de Yuki, et quand elle remarque qu'il ne porte pas de lunettes, il explique qu'il est passé aux lentilles, ce qui l'a fait envisager d'en prendre aussi, car son charme est si puissant, son visage est si beau, c'est indéniable. Yanagi propose de l'aider à en choisir, alors ils s'éloignent ensemble. Ailleurs, Tanihara se chamaille avec son frère, Toru traîne avec Yuki, et Shu aide Moto à étudier pour ses examens d'entrée, chacun a ses occupations. Sengoku refuse toujours de rendre visite à Ayasaki, tandis que Sakura essaie de le faire changer d'avis, jouant le rôle d'une gourou de l'amour qui est malheureusement célibataire elle-même. Shindo est déprimé parce que Shika obtiendra son diplôme 1 an avant lui, mais Shika le rassure en lui disant qu'il l'attendra bien sûr. Chez Ori, sa famille est déçue que Miyamura n'ait pas pu venir, mais est heureuse quand il arrive plus tard pour déposer leur gâteau. Dès qu'il arrive, il l'incite tous à rester et à manger avec eux, et même si Miyamura insiste sur le fait qu'il doit vraiment partir, il continue de le presser, jusqu'à ce que Ori doive le raccompagner physiquement dehors. Comme un chien qui a besoin de faire ses besoins, c'est une scène. Alors qu'ils sortent, Ori, toujours perdu dans ses pensées sur la remise des diplômes, dit soudain qu'elle a l'impression de ne pas en savoir assez sur Miyamura malgré son désir, ce qui lui rappelle le moment où il avait dit la même chose à son sujet, il y a quelque temps. Elle admet ensuite qu'elle veut continuer à sortir avec lui-même après l'obtention de leur diplôme, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Miyamura lui fait simplement une demande en mariage, comme ça, sans prévenir. Alexa joue Champagne Problems de Taylor Swift. Ori est tellement stupéfaite que Miyamura, réalisant ce qu'il vient de faire, panique et essaie de s'enfuir. Mais elle l'arrête et lui promet de le rendre heureux pour le reste de leur vie, de toutes les manières qu'il peut imaginer. C'est une promesse. Ils partagent un doux moment, mais il est interrompu lorsque Miyamura reçoit un appel de sa mère et doit se précipiter à la boulangerie, laissant Ori dehors dans le froid glacial, encore en train de réaliser qu'elle pourrait s'être fiancée dans la rue. Comme une fille de joie, c'est un peu fou. À l'approche de la remise des diplômes, Yuki et Ori parlent de la cérémonie à venir, et Ori remarque que Yuki garde toutes ses affaires dans son casier, comme une accumulatrice, au lieu de les ramener chez elle, c'est étrange. Alors qu'elle l'aide à ranger, Toru plaisante en disant que Ori agit comme la mère de Yuki, mais il réalise ensuite que lui et les autres ont aussi beaucoup trop d'affaires, alors il déverse leur désordre sur Ori aussi, car elle adore jouer le rôle de la maman et du chef du groupe, c'est son truc. Juste à ce moment-là, Shu entre, et Ori est surprise de le voir les mains vides, seulement pour découvrir qu'il a ramené ses affaires chez lui petit à petit.
Cependant, il leur rappelle qu'il a prêté un tas de DVD à Miyamura et Yuki qu'ils ont complètement oublié de rendre, probablement parce qu'ils étaient trop occupés à fantasmer sur Ori et Toru. C'est bien possible. Comme Ori n'a pas d'affaires à elle à transporter, ils décident de lui faire charrier leurs affaires supplémentaires, la laissant totalement frustrée. Dans la salle du conseil des élèves, Sakura remarque Ayazaki feuilletant un magazine de voyage sur un zoo, car c'est là que Sengoku devrait déménager après avoir obtenu son diplôme. Selon elle, Yanagi et Sengoku entrent, et Ayazaki demande avec enthousiasme s'ils aimeraient visiter le zoo ensemble. Sengoku réalise que le zoo est loin, ce qui signifierait un voyage d'une nuit, une voiture et un hôtel. C'est une sacrée organisation. Ce gars ferait littéralement n'importe quoi plutôt que de passer la nuit avec sa copine. L'idée excite Ayazaki, mais quand Yanagi demande pourquoi elle est si insistante, elle esquive la question et essaie de s'échapper. Avant qu'elle ne puisse le faire, Sakura l'attrape et la chatouille jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle a peur qu'une fois diplômée, ils prennent tous des chemins différents et l'oublient, c'est sa grande crainte. Sakura la rassure en lui disant qu'ils resteront amis quoi qu'il arrive. Et pour la réconforter, Yanagi promet de les emmener en road trip dès qu'il aura son permis de conduire, comme Olivia Rodrigo. Pendant ce temps, Ori est tellement épuisée par tout le travail scolaire qu'elle finit par s'endormir sous le futon, complètement vidé. Quand elle appelle Miyamura dans son sommeil, il se précipite vers elle et la laisse reposer sa tête sur ses genoux. Il remarque qu'elle fronce les sourcils comme une Karen à la vue d'un TikToker dans son sommeil et plaisante en disant qu'elle va avoir des rides, c'est amusant. En la regardant dormir si paisiblement, il se surprend à souhaiter des moments comme celui-ci même après l'obtention de leur diplôme. Juste à ce moment-là, il commence à se demander comment il aurait vécu la vie d'un prêtre austère s'il n'avait jamais rencontré Ori. C'est une pensée. Son esprit dérive vers une réalité alternative où aucun d'entre eux n'est devenu ami, et il reste le solitaire qu'il était autrefois. Au moment où il se perd dans cette pensée, Ori se réveille, alors il partage ses sentiments avec elle. Elle croit que tout s'est passé exactement comme cela devait être, appelant cela le destin, alors que ce n'était que leurs hormones d'adolescents qui les mettaient dans des situations un peu torrides, il faut l'avouer. Assis sur ses genoux, Miyamura réfléchit à tous les bons moments et aux amis qu'il s'est fait grâce à Ori. Le jour de la remise des diplômes, Sengoku prononce un discours en tant que président du conseil des élèves, mais au milieu de celui-ci, Miyamura éternue si fort que toute la salle éclate de rire, déstabilisant complètement Sengoku et lui donnant une aura négative infinie. C'est terrible. Furieux que son discours ait été gâché, Sengoku poursuit Miyamura jusqu'à ce qu'il s'échappe sur le toit. Là, il fait mentalement ses adieux à son ancien lui, le solitaire qui n'avait jamais eu d'amis. C'est un moment fort. Alors que la cérémonie se termine, Sawada pleure de ne plus voir Ori à l'école, et Sakura et Toru se disent un au revoir maladroit mais sincère, car leurs chemins se sont séparés il y a longtemps. Yuki entend les mots de Sakura et se sent triste de partir sans avouer ses sentiments, car elle est, sans aucun doute, la reine de l'autosabotage, c'est une évidence. Plus tard, Yanagi invite Yuki au road trip, et, dehors, Kyusuke apparaît pour féliciter Miyamura, faisant croire à tout le monde qu'il est son père, ce qui fait complètement perdre la tête à Ori, c'est hilarant. Pendant ce temps, Shu et Moto partent ensemble, et Miyamura rentre chez lui avec Ori, lui tenant la main, réalisant à quel point il craignait autrefois de se rapprocher des gens, pour maintenant être profondément amoureux d'elle. C'est un beau chemin parcouru. C'est tout pour cette vidéo, laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine, à bientôt.